Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour la seconde partie du webinaire Transition alimentaire et projet de territoire, organisé conjointement par la CET et la revue Urbanisme dans le cadre du réseau CET et avec le soutien d'Architecture et Culture Urbaine. Tout d'abord, pour commencer, un petit élément technique pour cet outil GoToWebinar. Vous êtes effectivement donc tous connectés à cet outil. Vos sons de micro sont volontairement désactivés. Vous êtes globalement en mode écoute. Et puis, vous pouvez effectivement afficher différents éléments en mode plein écran ou fenêtre et surtout poser vos questions à cet endroit-là qui me sont retranscrites par Thierry Lemans qui est à la manœuvre de ce webinaire et je le remercie pour cette parfaite organisation et notamment technique. Je suis Tanguy Saoud, je suis architecte, je dirige Architecture et Culture Urbaine et je suis également le directeur du développement de la revue Urbanisme et rédacteur en chef adjoint. Transition alimentaire et projet de territoire. En termes d'introduction, je vous rappelle effectivement le cadre du sujet. La transition alimentaire est un processus par lequel une société modifie en profondeur sa manière de produire et de consommer des aliments. Face aux mutations nécessaires du modèle agro-industriel dans lequel nous sommes, face aux menaces climatiques, à l'impérieuse nécessité d'un développement soutenable et durable, face aux enjeux de santé publique, aux menaces endogènes et exogènes auxquelles notre société est confrontée, comment faire face? L'actualité nous enjoint effectivement également à changer de modèle. Dès lors, comment fait-on transition de manière heureuse? Comment créer les modèles capables tout à la fois d'assurer la sécurité alimentaire, l'accès partout et en tout lieu à une alimentation saine, mais aussi de faire face aux changements climatiques et sociétaux? C'est ce que nous avons exploré hier par l'intervention croisée d'Arthur Grimont-Pont des Greniers d'Abondance, de Karine Daniel, économiste et chercheuse à l'École supérieure d'agriculture d'Angers, et d'Isabelle Cambier, directrice générale de Euralimentaire, maillon essentiel de la transition alimentaire en cours dans l'Eurométropole de Lille. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'action, agir pour la transition alimentaire, action territoriale, action urbaine exemplaire, les limites, les leviers, les espoirs aussi que toutes ces actions aujourd'hui peuvent susciter. Pour cela, nous avons invité Julien Bloin de WeAgri et les représentants et acteurs du projet Sésame porté par Cœur d'Essonne Agglomération. Notre après-midi va se dérouler donc sur 2 heures comme hier, en 3 temps. Tout d'abord, une présentation par Julien Bloin de cette question de la nature productive en territoire urbain et périurbain au travers des actions qu'il peut mener avec notamment WeAgri. Ensuite, une présentation du projet Sésame, lauréat des territoires d'innovation et porté au sein de l'agglomération de Cœur d'Essonne. Et enfin, nous aurons une trentaine, quarantaine de minutes pour échanger, témoigner, débattre. Vous êtes les bienvenus justement pour apporter vos contributions dans le chat ou aux différentes questions. Et nous aurons également un invité surprise que je ne vous révèle pas pour le moment, mais qui viendra faire témoigner, faire témoin d'une expérimentation en cours et portée notamment par la grande distribution. Sans plus tarder, nous allons accueillir Julien Bloin. Julien Bloin est urbaniste, il est consultant d'agriculture urbaine, il a créé son agence de conseil en agri-urbanisme, WeAgri, basée à Nantes. Après plusieurs années d'expérience dans le secteur artistique et culturel, il s'est tourné en 2014 vers l'aménagement du territoire et la nature productive en ville. Il accompagne aujourd'hui la conception et la mise en œuvre de fermes urbaines ou de programmes agricoles urbains et son agence contribue à la transition écologique des territoires, vise à construire un nouveau modèle de société plus respectueux de l'environnement qui reconnecte les citadins à la terre, aux saisons et à une alimentation plus saine. Julien Bloin est un acteur engagé puisqu'il est également membre du conseil d'administration de l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle. Julien, la parole est à vous. Voilà. Merci Tanguy pour cette introduction et puis merci donc à la CET et la revue Urbanisme pour cette proposition et cette entrée thématique sur la transition alimentaire. C'est un vaste sujet. Donc je vais essayer de répondre à cette demande. En tout cas, merci de la proposer et merci de m'avoir invité. Peut-être on va passer à la deuxième slide directement.
Nous y sommes? Julien? Pas complètement, enfin moi en tout cas elle n'apparaît pas, mais vous y êtes en tout cas. D'accord, j'y suis, oui, depuis. Alors, Moi, effectivement, on ne voit que la première slide pour l'instant. d'accord. La première slide de Julien Bois? Non, moi je vois la page de garde avec notre cher Paludier. Ah, D'accord. pareil. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, très bien. Bien, là, Euh, c'est moins bien, j'imagine, mais voilà. Donc, vous avez effectivement les uns les autres, excusez-moi, perdu le déroulé, mais voici les choses. Julien, c'est à toi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Moi c'est bon, ouais. On peut passer directement peut-être sur la première slide qui était simplement vous livrer, planter un petit peu le décor. Alors c'est vrai qu'on l'a fait hier de manière assez généreuse, assez dense, assez intense. Enfin, vous l'avez fait pendant la rencontre, pour le premier webinaire. Moi, vous rappelez simplement, effectivement, avoir ces éléments en chiffres qui justifient quelque part le travail que je fais, c'est-à-dire la prise de conscience d'une réalité de plus en plus urbaine, de ce phénomène donc d'urbanisation et de vie dans les villes, avec cette projection qu'en 2050, effectivement, 2 personnes sur 3 sera un habitant des villes, qui change considérablement notre rapport à cette carte nationale et à ses évolutions. Donc, une forme de prise de conscience et de responsabilité par rapport à ça, que d'avoir en tête que justement, cette démographie et cette concentration dans les villes a une forte incidence sur la question de l'artificialisation des terres. Le chiffre, c'est un département tous les 8 ans. Enfin, l'équivalent d'un département, d'un petit département comme les Yvelines disparaît tous les 8 ans. Et puis d'avoir aussi en tête que d'ici à 10 ans, la moitié des agriculteurs va partir en retraite. Et donc, ça va forcément nous poser la question de quelle agriculture on souhaite, quel modèle on souhaite. C'est un peu ce que tu décrivais, Tanguy, tout à l'heure, ou hier peut-être, sur un modèle qui arrive peut-être à la fin, ou qui doit en tout cas se renouveler. Est-ce qu'on veut des exploitations de plus en plus grosses, ou est-ce que justement l'idée est plutôt de compartimenter et puis surtout de maîtriser cette croissance, et puis d'avoir en tête que effectivement, alors voilà, je crois que le premier confinement, il a bien illustré ces questions d'autonomie alimentaire des territoires, de se rendre compte qu'effectivement, l'Île-de-France, entre les produits qui sont produits sur place et ceux qui sont consommés sur place, il y a un vrai delta, un vrai écart, et grosso modo, à partir du moment où, si on ferme les frontières, on estime à 3 jours l'autonomie alimentaire de la ville de Paris. Sachant qu'il y aurait un autre chiffre à donner qui est à peu près l'indice d'autonomie alimentaire au niveau national, qui est de 2%, c'est-à-dire entre ce qui rentre et ce qui sort. Et donc, pour vous dire, sur des territoires sur lesquels on peut considérer qu'on est riche et qu'on est bien portant de ce point de vue-là, Nantes Métropole est autour de 6%. Mais ça donne quand même à voir qu'on a une marge de progression relativement possible. Tanguy, je veux bien que tu passes à la prochaine slide. C'était simplement vous faire une petite introduction comme ça. Maintenant, je vais peut-être quand même vous raconter ce que je fais et comment je le fais, mais très succinctement. C'était histoire de planter le décor. Donc, WeAgri a été créé en 2017. C'est une agence de conseil et d'accompagnement, d'assistance à maîtrise d'ouvrage en agriculture urbaine, et qui pose justement ces questions d'enjeux urbains confrontés à des enjeux agricoles, et qui essaie de se positionner justement à l'interface. Si tu veux passer la deuxième slide, Tanguy, s'il te plaît, merci. Et notre objet, c'est d'intervenir soit très en amont auprès de certaines collectivités sur des stratégies territoriales à plus grande échelle, sur lesquelles on peut conclure justement à des programmes d'agriculture urbaine. Mais on peut aussi être à l'échelle du bâtiment pour remettre de l'agriculture dans les villes. Et là, bien souvent, nos interlocuteurs ou nos clients vont être plutôt des promoteurs privés. Et puis, à cette échelle intermédiaire aussi, entre le grand territoire et travailler auprès des collectivités, on peut aussi travailler, et c'est le cas, pour des SEM ou des SPL en charge de l'aménagement du territoire, sur des axes, sur des quartiers dans lesquels on se pose la question de remettre un peu, beaucoup ou passionnément de l'agriculture dans ces territoires. Et ça, on le fait
en modélisant, en ayant une approche technico-économique des modèles, des activités agricoles qu'on remet en place. J'exclus pas du tout le sujet de, comment dire, du jardin qui peut faire partie d'un programme, mais qui est une forme un peu particulière. Moi, j'ai envie, et surtout, je parle beaucoup d'agriculture urbaine marchande. Et donc, on va passer rapidement l'autre slide. J'ai vraiment ce rôle de traducteur, d'interprète entre l'ensemble des professions du secteur de l'aménagement et puis le secteur agricole. Et ma partie, en tout cas, moi, ce sur quoi j'interviens, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler le software, c'est-à-dire l'amélioration du cadre de vie, de la qualité de vie. Je considère que les fermes urbaines dans un territoire, j'aime bien prendre cette image de l'acupuncture urbaine, c'est-à-dire qui est empruntée à cet urbaniste brésilien, Jaime Lerrer, qui emploie le terme d'acupuncture urbaine, donc de vraiment venir piquer comme ça, et cette piqûre va à un moment donné rayonner et réénergiser tout un quartier. Et ben, pour moi, c'est exactement l'action d'une ferme urbaine installée dans un territoire, parce que ces activités-là, bien souvent, elles ne sont pas que agricoles, elles sont aussi des endroits de lien social. Voilà. Donc voilà, après, rapidement vous dire, moi j'ai travaillé un petit peu pour le CEREMA avec d'autres partenaires sur l'édition d'un guide pratique à destination des aménageurs et des collectivités. Vous pouvez le retrouver en ligne avec des petites vidéos qui expliquent justement les différentes formes que peut prendre l'agriculture urbaine. Tanguy, si tu peux passer, s'il te plaît, voilà. Et puis j'interviens dans 2 formations, c'est important aussi de travailler à augmenter la population agricole, et justement il y a beaucoup de candidats qui souhaitent qui ne sont pas issus du monde agricole, mais qui souhaitent justement s'impliquer dans ces formes-là. Donc, j'interviens dans deux unités d'enseignement, une à l'Île-Garin et puis une à la Chambre d'agriculture. Et comme le disait Tanguy, je fais partie de l'AFOP, Association française d'agriculture urbaine professionnelle. Et le professionnel est important pour nous dans sa dimension. Elle renvoie au fait d'avoir une activité qui trouve des formes de rentabilité et qu'on ne soit pas dans cette question de l'amateurisme ou de la plaisance. Voilà. Mais je vais vous donner quelques éléments. Alors, je n'avais pas prévu de parler de l'agriculture urbaine dans ces détails, mais je vais quand même vous donner des éléments de compréhension. Si tu peux passer également. Voilà. Différentes interventions. On va passer plus vite parce que j'ai vraiment envie de vous raconter les autres choses. J'interviens, moi, donc, en tant qu'urbaniste, mais j'ai aussi besoin d'un directeur technique sur des enjeux d'agronomie. Donc, je travaille beaucoup avec ce maraîcher nantais, Olivier Durand, qui n'est pas que maraîcher, mais aussi consultant, et puis qui est vraiment d'une grande technicité. Et puis, évidemment, sur les questions de droit, l'agriculture urbaine intervenant au croisement du droit rural, du droit de l'urbanisme et du droit environnemental, on a besoin des précieux conseils d'un avocat spécialisé, donc Antoine de Lombardon, qui travaille également avec la FOP. Alors, peut-être en introduction, voilà, il s'agissait de vous donner des éléments, et puis dans l'échange avec Tanguy, j'avais plutôt envie de parler d'agri-urbanisme et de comment tout ça a été venu et comment tout ça a été né. Vous donner quelques éléments sur l'agriculture urbaine, mais vraiment de manière très, très succincte, parce qu'il faudrait plus de temps pour ça, mais vous dire que c'est un mouvement quand même relativement récent, que nos camarades d'Amérique du Nord ont un peu plus de longueur d'avance là-dessus, parce que le phénomène est arrivé un peu plus tôt chez eux, et puis parce que peut-être les équipements qu'ils avaient, c'est-à-dire des toits qui peuvent accueillir le poids de la neige, a peut-être facilité les choses à un moment donné. Mais en France, on note à peu près en 2008-2010 le pic de consultation sur Google du mot agriculture urbaine. Et puis naissance en 2016 justement de la FOP. Et la FOP, en fait, ça représente à peu près une centaine d'adhérents avec 400 sites exploités pour plus de 500 emplois. Et alors là, c'est intéressant, pour un peu plus de 50 hectares cultivés. Donc le rapport d'échelle est assez intéressant. Néanmoins, voilà, 500 salariés, 500 emplois, ça représente quand même un mouvement qui se structure et qui s'organise. Donc c'est pas négligeable, et on voit qu'on pose souvent la question de est-ce que c'est un phénomène de mode. Ben voilà, on voit qu'en France, le mouvement s'installe de plus en plus, il se structure, il se professionnalise. On nous sollicite pour intervenir à la Commission européenne pour définir justement ce qu'est l'agri-urbaine et qui sont les agriculteurs urbains. On nous sollicite à
à l'Assemblée nationale également. Donc, ce mouvement est récent, il prend des formes très différentes. Il intervient dans la ville à différents endroits sur des dimensions techniques assez intéressantes. Il participe aussi à une forme de révolution des pratiques agricoles parce que justement, les surfaces restreintes permettent d'expérimenter des nouvelles choses. Et c'est là qu'il y a de l'innovation aussi qui se fait. Alors, l'innovation en low-tech comme de l'innovation en high-tech. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que ce sont de nouveaux acteurs qui interviennent et qui ont bien souvent eu un passé professionnel avant, qu'ils mélangent à leur reconversion et à leur métier de producteur actuellement, ce qui donne des mélanges assez intéressants. Et puis, qui est caractéristique aussi de l'agriculture urbaine, qui, on le dit, est multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle peut remplir évidemment des fonctions de production, mais aussi des fonctions pédagogiques, des fonctions liées à de la restauration, des fonctions d'aménagement du territoire, des fonctions sanitaires. Et puis donc, le fait d'être en ville, c'est pouvoir proposer aussi un maximum de services aux citadins. Et ça décuple d'autant plus quand on est en ville parce que les sollicitations sont plus importantes. En milieu rural, par exemple, la multifonctionnalité, ça pouvait être d'entretenir les fossés parce qu'on avait les engins pour le faire et d'être payé pour ça par une commune. En milieu urbain, les sollicitations vont être encore plus importantes. Alors, deux petits éléments pour finir sur l'agri urbaine, et puis après, je reviens à mon histoire sur les relations ville-agriculture. L'agriculture urbaine, elle est là, elle n'est pas là pour essayer d'atteindre à tout prix une autonomie alimentaire des villes. On ne sera jamais à l'échelle, en fait. Ce sera trop compliqué, il faudrait beaucoup trop de surface pour cela. Mais elle est là pour mettre sous les yeux des citadins qui potentiellement ont du pouvoir d'achat, potentiellement voilà, la capacité à faire peut-être changer, à se mobiliser un peu plus pour faire changer les choses, de donner à voir des fruits et des légumes de saison ou des productions de la ville. Mais ce qui est important dans l'agriculture urbaine, elle a cette responsabilité de donner à voir un message, des symboles, mais c'est surtout, elle est là pour nous faire nous réinterroger sur notre consommation et comment on se nourrit sur un territoire. Et ce qui est fondamental, c'est de ne pas dissocier l'agriculture urbaine du lien qu'elle doit avoir avec la campagne. Parce que la solution, et la zone de frottement, vous la voyez venir, c'est bien la zone périurbaine. C'est là où ça bagarre le plus, c'est là où il y a une bataille du foncier, et pourtant c'est là que tout est l'enjeu d'avoir une harmonisation des aménagements dans ces territoires-là. Donc, j'en ai fini sur cette partie un peu introductive, je suis désolé, elle est un peu longue. Maintenant, je voudrais vous parler effectivement des relations ville-campagne. Donc, sous les yeux, vous avez un épi de blé. Il est fondamental, cet épi de blé, pour vous raconter que quand même, c'est quand même le point de départ sans doute de l'histoire de la ville et de l'histoire de l'architecture et finalement tout ce qui nous lie un petit peu aujourd'hui. Là, on est du temps des chasseurs-cueilleurs, donc entre 10 000 et moins 5 000 avant, moins 10 000 et moins 5 000 avant Jésus-Christ. Du temps des chasseurs-cueilleurs, effectivement, on allait au gré de ce qu'on trouvait, on posait le camp et puis on se déplaçait comme ça au fur et à mesure. Dès qu'il n'y avait plus rien à manger, ben, on se déplaçait finalement. Et en fait, le blé, le chasseur-cueilleur a identifié que ça pouvait se conserver et surtout ça pouvait se ressemer. Et en fait, c'est la domestication du blé qui a fait que le campement qui était itinérant est devenu le village, en quelque sorte. Et finalement, l'agriculture a généré la sédentarité et a généré les premières formes construites, les premières formes bâties. Donc là, je vous parle du blé, on est en Mésopotamie. Il y a eu d'autres foyers comme ça, le maïs dans certains territoires, le riz évidemment en Asie, la pomme de terre chez les Aztèques ou les Incas, je me mélange toujours. Mais en tout cas, c'est un événement fondateur. Si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Tanguy. Après, voilà, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que c'était pas forcément très digeste la céréale en l'état, même en la faisant cuire. Donc, il y a eu l'évolution, les farines. Enfin, on est parti de là. Il y a eu le pain, mais le pain nécessite aussi à un moment donné d'avoir des fours et donc d'avoir toute une série comme ça de construction et d'amélioration du process qui a fait qu'à un moment donné, on arrivait à des constructions un peu plus importantes. Tanguy, si tu peux. Alors, enfin, voilà, là, on arrive à un endroit où justement, on est encore en Mésopotamie et ce sont les premières traces un peu identifiées d'une forme architecturale assez conséquente, assez importante.
qui est en fait un lieu de stockage des céréales et qui a déclenché toute une organisation qu'on peut appeler ville, mais en la concentrant vraiment très fort. Alors, peut-être dans le chat, on peut lancer un jeu pour voir si les gens sont réveillés et participent. C'est-à-dire que celui qui arrive à donner le nom de cet édifice, pas forcément sa provenance et son origine, mais le nom gagnera un lapin en chocolat, peut-être. On peut dire ça. Est-ce que vous savez comment s'appelle cet édifice qui est digne des films de Star Wars? Est-ce que dans le chat, on a des... Pas forcément pour le moment de réaction. D'accord. Bon, Voilà. on peut passer les slides précédents parce que c'est quelques déclinaisons. Mais donc c'était aussi au toit, sur le toit, il y avait un édifice religieux, mais vraiment au socle, on était bien sur un lieu de stockage. Et puis voilà, c'est quand même des premières formes de ville, finalement, des premières formes d'aménagement du territoire en lien avec l'agriculture directement. Et c'est donc les premières traces qu'on a pu retrouver. Tout ça pour vous dire que quand même, il y a un lien assez fort entre l'agriculture et la ville. Si tu peux passer par la suite. Oui, alors on a les réactions, grenier d'abondance, silo, voilà. Ouais, et un nom plus Mésopotamie peut-être? Non? Est-ce que ça serait pas un ziggurat à tout hasard? Alors c'est une ziggourate, exactement. Ah, une. Ok, je ne savais pas. Étienne a gagné un lapin au chocolat offert par la 7, c'est formidable. Formidable. Euh, donc voilà, si on peut avancer, parce qu'évidemment, après, une fois qu'on a cette organisation, les choses vont commencer à évoluer. Alors, du temps des chasseurs-cueilleurs et de cette première découverte du blé, les cultures se faisaient dans la forêt, parce que la matière organique qui restait faisait que la terre était vraiment intéressante. D'ailleurs, voilà, c'était clairement de l'agroforesterie, donc aujourd'hui, c'est un gros mot qui a l'air tout neuf comme ça, mais en fait, ça existe depuis la nuit des temps. Et donc, après, sans cesse, ça va s'améliorer. L'irrigation va jouer un rôle très important. On va basculer après sur une amélioration aussi avec des outils qui vont arriver, de la traction animale, il va y avoir de plus en plus de production, et puis voilà, la ville va ne cesser de s'organiser comme ça. Mais quand même, en complément des céréales, on a commencé à domestiquer d'autres plantes et vient alors la naissance finalement du maraîchage. Et là, c'est vraiment des grands sauts dans l'histoire. Je suis désolé, hein, il faudrait être un peu plus rigoureux comme ça. En même temps, je ne suis pas historien. Mais, là, on est sur la ville de Milan, du temps de la Rome antique. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais très clairement, donc, vous avez des jardins à la périphérie de la ville, à proximité des remparts, où on est clairement dans la zone du maraîchage. Et en fait, le maraîcher, c'est un citadin. C'est-à-dire qu'il venait travailler des cultures complémentaires aux grandes cultures qu'on voit un peu à l'extérieur de la ville et qui nécessitent, elles, effectivement, d'avoir plus d'espace pour ça. Ça me semblait important de rappeler ça. Et on voit l'organisation de la ville en ronds concentriques comme ça, qui sont vraiment les premières... Enfin, dans la continuité, mais les premières organisations de ville. Et puis après, on va faire encore un très grand saut dans l'histoire avec effectivement ce qu'on va appeler, nous, la ceinture maraîchère, la ceinture verte. Alors avec des images là, du Paris du 19e qui ont marqué effectivement aussi l'histoire et qui racontent toute une organisation. Et puis si on avance encore dans le temps, donc à une période où on était encore très autonome, il y a une vraie fracture qui s'opère, c'est l'arrivée du chemin de fer et finalement la diminution de la distance entre les produits et leur consommation. Et ça a été un accélérateur économique pour la production, et puis pour l'économie aussi, et puis les logiques d'approvisionnement, et puis ce qui a donné effectivement aussi des outils mécanisés, des produits, utilisation de produits pour toujours optimiser. Je vais pas empiéter sur la partie qu'a présentée Arthur hier, mais c'est un vrai accélérateur de particules sur les questions agricoles, et la guerre de 39-45 est vraiment un accélérateur sur le changement de paradigme, sur la façon de produire chez nous en France, qui à un moment donné légitime effectivement dans l'aménagement du territoire de pouvoir se permettre ce qu'on appelle l'étalement urbain avec sans cesse repousser un peu plus loin les fonctions productives et nourricières de la ville, où là on tombe malheureusement sur un modèle qui ne peut plus durer comme ça. On est sur vraiment de la monofonction, du logement pur, du tout voiture, parce que là, pour acheter une baguette de pain, on en est loin, et ça a chamboulé complètement notre rapport à l'espace et à la façon de penser la vie. Donc voilà, des images, typiquement là, vous pouvez faire l'exercice chez vous pour voir comment
comment ça a évolué depuis les 50 dernières années sur votre territoire. Mais tout ça pour arriver sur la conclusion du lien intrinsèque entre la ville et l'agriculture et des relations qu'on entretient et la nécessité dans nos pistes de développement des territoires d'intégrer cette problématique et cette thématique agricole qui semble essentielle sur le fait de développer en plus de la mixité fonctionnelle, de développer de la vie de quartier et de prendre en compte cette thématique. Et dans cette hypothèse-là, on pourrait très bien imaginer, au même titre que vous avez un coefficient de biodiversité dans les opérations d'aménagement, ou au même titre que vous avez une obligation de logements sociaux en tant que collectivité, ou au même titre que vous avez des études préopérationnelles sur le potentiel ONR, de se dire, sur ce projet urbain qui va voir le jour, combien d'espace ou quel pourcentage ou comment je pourrais déployer un projet professionnel d'agriculture et installer de producteurs. Si on peut passer la slide d'après. Donc à Nantes, j'ai fait un petit peu de pub, on a eu une déclaration comme ça d'une élue sur le fait d'un espace comestible dans chaque nouveau projet d'aménagement. C'est une première étape parce que ça peut se réduire à une station gourmande finalement mise en place par le service d'espaces verts, mais on pourrait aller plus loin avec une ambition plus forte et je vais essayer de vous présenter des projets sur lesquels je travaille. Alors là, on peut passer très vite, simplement vous dire que tout ce que je vous raconte, ça fait l'objet de plusieurs expositions et plusieurs conférences, notamment au pavillon Larsenal. Alors, je n'ai pas réalisé, mais que d'autres ont fait et qui sont des acteurs importants. Donc, Capital agricole était assez significative. Une conférence de Jean-Louis Missica qui nous dit que le nouvel urbanisme sera agricole ou ne sera pas. Et puis enfin, la dernière en date, celle de Philippe Ram avec l'histoire naturelle de l'architecture, qui reprend un peu des éléments que j'ai abordés tout à l'heure. Voilà, quelques exemples concrets. Si on sort un peu de la théorie et de tout cet apport de connaissances que je vous livre, j'avais envie de vous parler forcément du territoire sur lequel j'évolue et dont on est assez fier. Donc sur Nantes, sur l'île de Nantes notamment. Tanguy, n'hésite pas, on va essayer de faire du cinéma, donc de passer assez vite les slides. L'île de Nantes, je ne refais pas l'historique de cet aménagement, de cette reconversion d'une ancienne friche industrielle dédiée à l'industrie navale en quartier, en métacentre nantais très important, où on est sur la, on va dire, 3e ou 4e phase d'aménagement qui se concentre aujourd'hui sur la partie ouest, là, sur toute cette. Alors, ouais, vous voyez peut-être pas. Et donc, avec des objets comme ça sur les quais de la Loire, finalement, c'est notre entrée de ville côté rivière, enfin côté Atlantique, avec un objet touristique, de loisirs, qui est la cantine du voyage à Nantes, qui est venue s'installer sur les anciens quais des Antilles, sur lesquels on a plutôt réhabilité en restaurant et bar pour la jeunesse nantaise et pas que pour la jeunesse. Donc là, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un site d'agriculture urbaine, donc un magnifique enrobé îlot de chaleur parfait, qui a été investi sur l'initiative privée. Donc ça, c'est la vue de l'autre côté. Donc vous voyez les anneaux de Buren devant. Et puis là, il y a un maraîcher qui s'est mis d'accord avec le restaurateur justement de la cantine du voyage à Nantes, qui est un lieu une cantine populaire pour les Nantais et pour des touristes qui découvrent la ville sur un parcours évidemment proposé dans le cadre du voyage à Nantes avec des œuvres d'art dans l'espace public. Donc on est en plein sur le parcours du voyage à Nantes. N'hésite pas à passer. Voilà, et donc là, c'est le début du chantier. Encore, s'il te plaît. Voilà, donc finalement une installation d'agriculture urbaine qui s'est installée sur des palettes avec du substrat choisi et sélectionné par Olivier Durand. D'ailleurs, c'est lui le maraîcher en question, et puis qui est venu s'installer comme ça, donc sur 40 cm de terre, pour des productions de fruits et légumes, plutôt pour faire des salades à côté ou des petits desserts avec des fruits. Tu peux passer. Hein. Là, l'installation du système d'arrosage, on est sur 1000 m², qui viennent compléter en fait 5000 m² qu'il a en zone périurbaine et pour laquelle il a besoin d'avoir une autorisation. Donc dans cette logique, on va dire, de ferme en archipel, il arrive à sortir 3 temps plein et demi, 3,5 ETP, qui sont extrêmement saisonniers. Le potager de la cantine n'est ouvert que 6 mois dans l'année. Et en fait, on est dans le cadre de circuits ultra courts, c'est-à-dire que la salade, elle fait 800 grammes à peu près, alors que quand vous l'achetez dans un imprimeur réfrigéré, elle en fait à peu près 400 grammes. Donc, ça
ça a des incidences sur la livraison et sur la qualité des produits. Il peut avoir un phénomène de gel du côté des Sorinières qui est à 15-20 km de Nantes et pas du tout avoir de gel sur son exploitation. Il peut étendre aussi ses cultures de carottes parce qu'il fait plus chaud, évidemment, en ville que dans la campagne. Enfin, il y a plein d'avantages. Il s'agit d'avoir une grande technicité, tu peux avancer encore, pour réaliser ça. Et donc, son modèle est complètement viable. Il est aussi consultant, effectivement, mais on est bien dans un acteur urbain qui a une rentabilité. Et là, on est dans une gouvernance complètement privée, puisque c'est le responsable du restaurant qui a investi dans la ferme et qui achète les légumes directement. C'était juste voilà, pour raconter cette expérience parce qu'elle est pionnière, elle a lancé d'autres initiatives par la suite. Maintenant, j'ai envie de vous parler du quartier de Doulongoar, qui est donc un quartier que j'accompagne pour le compte de Nantes Métropole Aménagement en tant qu'AMO. On est sur un projet de 180 hectares avec un objectif de 2700 à 3000 logements. Tu peux passer, Tanguy, si tu veux, et sur lequel on a pu préserver à peu près 12 hectares dédiés à l'agriculture, à la remise en place d'une agriculture. Tu peux passer, voilà, c'est pour localiser. On est sur l'est de Nantes, on est intra-périphérique. Tu peux passer encore. Voilà, les éléments, je les ai donnés. Elle est un petit peu bancale, mais c'est intéressant. On va rester un peu sur celle-là. Simplement pour évoquer avec vous l'histoire de ce territoire. On est sur l'est de Nantes et en fait, on a un phénomène. En fait, il y a un outil juridique qui a à un moment donné préservé des terres agricoles qui. Alors à Nantes, on aime bien les ZAD. Et donc, on est dans le cadre d'une zone d'aménagement différé pour laquelle on a dit qu'on remettait à plus tard le sort de certaines terres. C'était pour éviter, ce que vous voyez un peu plus sur la gauche et ailleurs, de l'étalement urbain, comme l'image qu'on a vue tout à l'heure, du lotissement à tout va. On a une collectivité, une municipalité a dit stop, on arrête. Et elle a figé dans le temps un quartier qui était effectivement marqué par deux éléments historiques qui sont le maraîchage. C'est là, clairement, sur cette zone de l'Est nantais qu'est né le maraîchage nantais. Et puis, la présence des cheminots, parce que vous voyez une grande gare de triage juste en bas, là, dans le faisceau ferré. Et donc, ce quartier était vraiment marqué par la culture cheminote et la culture maraîchère. On a compté plus de 200, voire 300 exploitations, petites exploitations, dans cet héritage du 19e siècle que je vous ai raconté tout à l'heure. Et sur ce territoire, voilà, on a retrouvé des bâtiments de ferme, des anciens murs d'enceinte, des hangars agricoles qui ne demandaient plus qu'à être réactivés finalement pour dérouler une greffe urbaine, un futur projet urbain. Mais donc, il y a eu tout un diagnostic qui a été opéré et il s'agissait justement alors ça, c'est donc le travail d'Anne-Sylvie Bruel et de Pierrick Beyvert, qui sont les urbanistes en chef et qui travaillent la maîtrise d'œuvre, qui travaillent sur ce sujet-là. Tu peux repasser une autre slide encore. Là, ça a été d'identifier les forces en présence qui étaient nécessaires et intéressantes si on se projetait dans le fait de remettre de l'agriculture sur ce territoire-là. La notion de territorialisation est essentielle, de voir quelles sont les synergies qui vont pouvoir être créées. Et là, ça a été d'identifier qu'on avait un lieu d'enseignement agricole, un lycée agricole horticole, un lieu, le parc du Grand Blotreau, qui est un lieu dédié au végétal, géré par le SEV, mais avec un événement qui s'appelle la Folie des Plantes, 45 000 visiteurs, avec énormément de sollicitations. On avait plein d'acteurs, les commerçants du Vieux-Doulon. Enfin bref, tous les signaux étaient quand même favorables au fait qu'on implante des jeunes producteurs sur ce territoire parce qu'on savait qu'il allait y avoir des débouchés commerciaux, parce qu'on savait que ça allait, l'acupuncture urbaine dont je vous parlais tout à l'heure, les synergies, le rayonnement allaient prendre dans ce quartier qui avait cette âme déjà maraîchère à l'origine. Tu peux passer, s'il te plaît. Et donc voilà, ce diagnostic avec ces fermes qu'on appellera en grappe ou en archipel qui jalonnent là une artère principale qui est la rue de la Papotière. Et puis vous voyez des réservoirs, des traces historiques, patrimoniales de cette activité maraîchère. On peut passer très vite les prochaines. Voilà, c'est tout un repérage où on voit les anciens champs de culture, voilà, avec des friches qui sont intervenues par la suite. Tu peux passer.
c'est tout ce travail de diagnostic qui a été fait. Et puis, pour formuler à un moment donné un projet, sanctuariser des sites. Donc, peut-être un petit mot sur la gouvernance. Ça me paraît important. Donc, 15 hectares préservés en agriculture qui, clairement, avec un travail auprès des services juridiques dans le cadre de la révision d'un PLUM, un plan local d'urbanisme métropolitain, il y a eu le rebasculement d'une zone A en une zone, enfin, d'une zone AU en zone A sur ces territoires en particulier, avec la création d'une spécificité. On a créé une zone AD pour agriculture durable, mais surtout qui permettent de faire ce qu'on évoquait, ce que j'évoquais tout à l'heure, de développer un maximum d'activités, de la multifonctionnalité, et de ne pas être embêté si à un moment donné on veut faire un éventuel restaurant ou une cantine ou un atelier de transformation, qu'on ne soit pas bridé par le droit rural en zone, ou le droit de l'urbanisme en zone A sur la destination. Et donc, il y a eu tout ce travail. Nantes Métropole Aménagement reste propriétaire des fermes et des parcelles, a trouvé une subvention du côté de Écocité Ville de Demain pour restaurer ces anciens bâtiments de ferme et remettre en place des équipements, notamment des serres, pour travailler avec certains producteurs. Donc à ce jour, il y a 3 permis de construire déposés, 5 producteurs sélectionnés, si tu peux avancer un petit peu. Et donc voilà, ça a été le lancement un petit peu du recrutement un peu des porteurs de projets. Là, les surfaces identifiées, l'ensemble des partenaires, des visites de site avec un vivier de porteurs de projets. Donc après, moi, je vous raconte ça. Il y a des partenaires agricoles qu'on vient agglomérer à cet accompagnement. Là, en l'occurrence, CAP 44 avec lesquels on travaille. Tu peux passer, si tu veux, des réunions de présentation aussi. C'est très important, cette question de la territorialisation, d'acceptabilité des habitants, des anciens habitants ou des futurs habitants, de pouvoir leur présenter et qu'ils puissent accompagner les porteurs de projets qui vont s'installer. Donc, il y a véritablement une méthodologie d'accompagnement de ces projets. Je tiens à le souligner, on a tendance à voir en ce moment une sorte de simplification de l'agriculture urbaine qui pourrait être reléguée à une nouvelle fonction des paysagistes, mais c'est bien plus transversal et complexe que ça. Tu peux passer encore, s'il te plaît. Voilà. Et puis donc là, la formulation d'un projet avec nos producteurs installés, et puis surtout cette question d'avoir travaillé à un écosystème où les synergies ne se font pas concurrence, parce qu'évidemment, l'idée n'était pas d'installer 4 maraîchers qui allaient se tirer la bourre sans créer quoi que ce soit de collectif et de collaboratif. Donc voilà les PC et les travaux en cours. La première installation va s'opérer là ce printemps avec un des premiers producteurs. Et puis voilà, on voit les différents sites avant que les travaux ne démarrent. Et donc là, on est en pleine... Voilà, là, c'est sur le site de la Saint-Médard le projet qui est formulé. Donc il faut savoir que les plus grosses fermes, la plus grosse fait 2,5 hectares, presque 3, et les plus petites font 1 hectare. On est sur des maraîchers qu'on appelle en bio-intensif ou même en sol vivant, donc qui sont des techniques très très respectueuses de l'environnement, parce que c'est la conviction des producteurs qui ont été retenus, et puis parce qu'il va y avoir cette grande proximité avec de l'habitat et du logement. Et puis, on était sur des surfaces assez restreintes, mais qui ne les effrayaient pas. Vous voyez qu'il y a beaucoup de surfaces couvertes, justement, pour compenser cette perte de surface de culture en plein champ. Et puis, tout le travail consiste aussi à... Donc là, il y a des petites vidéos, on pourra partager ça plus tard, mais ce lien ville-campagne a aussi été déployé sur le fait de créer vraiment une dynamique collective avec on va dire des parrains qui sont issus du milieu rural et chez qui ces maraîchers ont pu faire des saisons où viennent trouver refuge ou viennent trouver des conseils. Si tu peux avancer encore, parce qu'on ne va pas avoir le temps de regarder les vidéos. Voilà, c'était un peu la conclusion, et puis je pense qu'on va peut-être s'arrêter là parce que j'ai dépassé un petit peu le temps. Je t'en prie, vas-y. Non, je continue, d'accord. Il y a quelques questions sur la temporalité, notamment de ce projet.
Alors ce projet, donc la ZAC, c'est échéance 2035, on va dire. Les premières études préopérationnelles ont dû commencer 2013. La ZAC, délibération octobre 2016. Lancement des travaux, on était sur, on va dire, automne, ouais, printemps dernier, enfin été, automne 2020, voilà, avec des installations qui vont s'échelonner printemps 2021, automne 2022, quelque chose comme ça. Voilà. Avec donc sur la gouvernance, pardon, je vais peut-être leur expliquer, propriété donc de la collectivité avant création de la ZAC, transfert en nature au moment de la création de la ZAC à l'aménageur, avec cette subvention qui a amorcé le fait que l'aménageur investisse dans la réhabilitation des outils de production. Il y a une part d'investissement qui revient quand même aux producteurs, pour lequel on met en place donc un bail rural environnemental d'une durée de 18 ans. Cette durée, elle est importante et cette configuration, elle est importante. Alors, ça n'empêche pas d'avoir des dispositifs plus légers de type Commoda ou COP, Convention d'occupation précaire, sur les premiers temps ou sur de l'aménagement un peu transitoire. Mais à partir du moment où le producteur investit, notamment sur un système d'irrigation, enfin des investissements un peu lourds, là, il faut le sécuriser. C'est-à-dire que l'amortissement se fait sur une longue durée et donc c'est important. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ces espaces ont été sanctuarisés. Ils ont, au PLU, j'entends, on met en place une convention, enfin donc un bail rural environnemental avec les producteurs qui favorise la sécurisation de leur installation normalement. Et l'idée, c'est que si à un moment donné, il n'y ait pas de capitalisation de ces producteurs sur les outils, et qu'au-delà des hommes, les outils puissent préexister. C'est-à-dire que si un des producteurs qu'on installe aujourd'hui, au bout de 5 ans ou 10 ans, dit « moi, je veux partir sur autre chose », alors la collectivité pourra très bien lancer un appel à manifestation d'intérêt, hein, c'est déjà le cas sur notre métropole, pour trouver et sélectionner un producteur. Mais libre à lui de capitaliser par d'autres moyens ou de créer une épargne par d'autres moyens, parce que c'est un modèle en agriculture que de revendre son exploitation et ses bâtiments pour financer sa retraite. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, on est vraiment plus dans une dynamique collective, et même à terme, à l'issue de la fin du mandat de l'aménageur et au moment de la rétrocession à la collectivité, on a finalement suffisamment de temps pour imaginer la gouvernance de tout ça et pourquoi pas explorer des pistes de type SIC, par exemple, Société coopérative d'intérêt collectif, sur lequel il pourrait y avoir un actionnariat public qui reconnaisse justement la fonction alimentaire d'intérêt général quelque part et de la dynamique qu'elle génère dans le quartier avec des porteurs de projets privés et pourquoi pas aussi des consommateurs, puisqu'il faut imaginer tous les habitants qui vont arriver sur ce territoire et qui peut-être même choisissent, c'est ça les promoteurs l'ont bien saisi, choisissent de venir dans ce quartier parce que justement, il y a une production, des circuits courts, parce qu'ils ont tous décidé d'être en vente directe. Donc ça va vendre sur les fermes directement. Après, il y a sans doute quelques produits qui vont aller aux restaurateurs. Mais c'est vraiment un argument qui a changé complètement aussi l'image d'un quartier qu'on avait laissé un peu depuis 30 ans, pas à l'abandon, mais presque, mais qui avait un vrai déficit d'image. Donc en ça, l'agriculture là a vraiment généré une dynamique très forte. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le projet agricole a vraiment contribué à dessiner le projet urbain. Et moi, en tant qu'urbaniste, je trouve ça extrêmement excitant parce que bon, moi déjà, je trouve qu'on a besoin de contraintes pour être créatif. Enfin, je pense que si vous dites à un artiste ou n'importe qui, carte blanche, tu fais ce que tu veux, lui-même va spontanément, je pense, s'imposer des contraintes. Bah là, on doit réfléchir, en tout cas les cahiers des charges des promoteurs ou des consultations autour de l'exploitation agricole doivent tenir compte de la préservation de l'ensoleillement de la serre et donc qu'il n'y ait pas d'ombre portée, qu'il n'y aura pas de parking a priori qui va venir chatouiller la nappe à proximité du producteur, parce qu'on a aussi travaillé ces éléments-là, très importants. L'accès à l'eau, c'est essentiel. On a travaillé aussi sur le logement de fonction en milieu urbain à un tarif référent du monde agricole, parce que
c'est important, hein, les radis restent au même prix, donc il faut s'adapter. Mais je trouve ça assez important voilà, d'avoir en tête tout ce qui ne se voit pas, mais tout ce que va apporter. En fait, on parle parfois en agriculture aussi des bénéfices. Enfin, on parle dans le secteur culturel et d'ailleurs aussi en agriculture des bénéfices secondaires ou des services rendus à l'environnement. On y est complètement là, en fait. Donc, il y a Alors, une part d'investissement, c'est vrai, mais il y a des retombées par la suite. Julien, une des contraintes de notre webinaire, malheureusement, c'est une contrainte de temps. Il y a beaucoup de questions sur la multifonctionnalité, acceptée ou pas dans le cadre de la planification du PLUI dans un secteur agricole durable. Pourquoi le choix d'une ZAC dans ce cadre-là? Il y a beaucoup de questions aussi sur les eaux pluviales. Est-ce que les eaux pluviales, effectivement, des eaux d'habité est-elle possible pour irriguer les cultures? L'outil est-il donc propriété, l'outil agricole est-il propriété de la collectivité, etc. Beaucoup de questions sur ce sujet. Je sais que tu avais prévu de nous montrer toute une série de projets, notamment derrière sur la ferme des 5 ponts, effectivement, je passe un petit peu rapidement, mais effectivement lié notamment à tout ce travail que tu mènes et notamment ensuite sur Angers. Peut-être on se donne 5 minutes sur ces éléments-là pour. Alors ça, c'était plus si on avait le temps, mais comme tu me donnes le temps, alors je le saisis. Je te donne 5 minutes, mais on va surtout se garder un temps d'échange à la fin. C'est surtout ça que j'essaie. Donc les questions, je ne réponds pas tout de suite, on les garde pour après, on est d'accord. Voilà, si tu veux bien. Voilà. Ok. Et peut-être projet. Alors, le contexte du projet 5 ponts, on retourne sur l'île de Nantes, là, avec un pari assez fou qui vient d'un échange entre des architectes, donc l'agence Tétrarque, pour ne pas les citer, agence nantaise avec laquelle je collabore beaucoup et qui a vraiment ce sens de, voilà, parce que ce sens de la question agricole, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le sujet. Et en fait, il y avait une sorte de maîtrise d'ouvrage un peu déléguée qui était ce projet, il a un programme social très important, très innovant entre guillemets, parce que il s'agissait de travailler avec l'association des eaux vives, qui est une association qui accueille des sans domicile fixe, métier qui est d'ailleurs public qui est en train d'évoluer entre des sans domicile fixe et puis tout un public migrant. Voilà, mais ils avaient plusieurs entités sur le territoire nantais, enfin la ville de Nantes, avec une halle de nuit d'un côté, une halle de jour de l'autre, un restaurant social, et en fait, ils se rendaient compte que c'était très difficile, il y avait de la perte en ligne, entre guillemets, pour rallier les différents sites. Et le pari, c'est de concentrer sur ce territoire-là l'ensemble des sites d'accueil et des différentes fonctions. Donc, dans ce quartier de l'île de Nantes, juste à proximité du futur CHU, avec le risque, vous le voyez venir, d'une ghettoisation, clairement, de devenir, excusez-moi l'expression, l'immeuble des clodos, et la réputation peut être très vite faite, d'un endroit malfamé. Bon, le pari a été de dire, on va jouer le jeu de la mixité, une fois de plus, la mixité fonctionnelle, et puis voilà, on va rassembler tous ces gens-là, et puis surtout, on va faire en sorte que c'est presque un travail un peu sur l'immeuble de rapport, en se disant qu'on peut aussi mélanger les profils. Et donc, il y a du logement abordable en accession sur ce projet-là. Il y a de la résidence étudiante, et puis on a nos accueillis. Mais l'idée, il y a des références dans les Pays-Bas qui donnent à voir que il y a des dynamiques, justement, quand il y a de l'activité, quand il y a une dynamique de quartier, on oublie presque les profils des gens qui vivent, et on peut se dire que peut-être on va aller dans ce quartier parce qu'on va chercher un panier de légumes et qu'il y a une ambiance un peu sympathique plutôt que d'avoir une image assez négative. Donc la Samoa nous a fait appel à nous pour modéliser vraiment le fait d'installer une ferme sur le toit. Donc là, vous voyez le chantier en cours. Donc là, il y a 2 serres installées sur le toit. En fait, on nous a appelé après le dépôt de PC, même si Tétrarque avait bien anticipé les choses, il s'agissait de repréciser quelques éléments, donc d'avoir une vraie modélisation technique de la ferme. Donc, elles font à peu près 1000 mètres carrés, elle fait à peu près 1000 mètres carrés de surface. Et puis, ça a été de faire toute une étude de modélisation pour dire, voilà, donc là où on peut avoir de la production marchande qui fonctionne, ce qui serait bien, c'est d'avoir un volet social ou d'échange, en tout cas d'insertion. Mais attention, on n'est pas sur un public de l'insertion classique
parce que c'est des gens très éloignés d'insertion, donc on va plutôt être sur des dispositifs DPH, donc de contrats à l'heure, et puis progressivement, on peut monter en gamme. Mais voilà, et puis nous, ça a été de casser un peu des idées reçues. Il y a un restaurant social ici, certains se disaient, bah, il y a une serre en haut, un restaurant en bas, ça marche. Mais en fait, quand on est sur des équipements comme ça, on va plutôt partir sur des productions à forte valeur ajoutée. Et il se trouve que le restaurant social en bas, il fonctionne avec la banque alimentaire. Donc en gros, les ratios, c'était quasiment nul, quoi. Donc on ne pouvait pas valoriser les productions là-haut. Néanmoins, voilà, il a fallu trouver comment cet écosystème pouvait vivre avec différentes dynamiques et a été retenu un candidat qui est la Sauge, qui développe à la fois de la production, de la pédagogie et puis une dimension récréative événementielle autour de globalement l'écologie, le développement durable. Et l'idée, c'est justement de mailler un peu avec les accueillis des eaux vives pour vraiment créer un quartier intéressant. Alors là-dessus, on est sur une subvention européenne, voilà, qui a permis de financer les équipements. Voilà. Je suis vraiment désolé de devoir couper, c'est passionnant. Il y a beaucoup d'éléments à suivre aussi. Je ne doute pas un instant qu'effectivement, on en reparle tout à l'heure, et notamment ce qui porte sur le Grand Ouest français, notamment sur Nantes et ces paysages nourriciers dont tu nous as mis, effectivement, nous indique ici les bilans 2020 qui se retrouveront et dont on va reparler ensuite. On a des interlocuteurs à suivre qui, effectivement, ont quelques aussi projets passionnants, tout aussi passionnants, quelques contraintes, notamment pour un élu, Monsieur Rouillet, le vice-président en charge de la transition agricole et alimentaire de Cœur-d'Essonne Agglomération. Julien, merci beaucoup. Hein, je suis un peu Non, mal mais poli. moi, je suis désolé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Il y a énormément de choses à dire. On a parlé d'ailleurs de poursuivre d'ailleurs ce webinaire, pourquoi pas ensuite via un cycle, on verra ça avec le réseau 7 puisqu'il y a effectivement beaucoup de sujets. Nous allons accueillir maintenant effectivement Thierry Rouillet, vice-président en charge de la transition agricole et alimentaire de Cœur-d'Essonne Agglomération, d'Étienne Monpeilly qui est directeur général adjoint territoire durable et mobilité de ce même Cœur-d'Essonne Agglomération, et puis Isabelle Siekanski, qui est directrice du projet de transition alimentaire Sésame, qui fait l'objet donc d'un suivi au travers du programme national Territoire d'innovation. Ce projet Sésame met la transition agricole et alimentaire au cœur de la stratégie d'un territoire. L'objectif, c'est une alimentation bio de qualité, produite localement, accessible à tous, respectueuse des ressources naturelles, des agriculteurs et des agricultrices. Et c'est effectivement un projet extrêmement novateur également lui aussi en France, comme quoi cette question de la transition est territorialisée. Aujourd'hui, cette transition alimentaire est territorialisée dans beaucoup d'endroits en France. Je vous laisse la parole, Thierry Rouillez, Étienne Monpeilly et Isabelle Siekanski. Oui, je vais faire une petite intro avant de laisser la parole à Thierry sur la partie plus politique. Donc là, vous voyez d'ailleurs une photo, c'est la ferme de l'Envol, donc on présentera juste après, qui est une ferme expérimentale très intéressante en polyculture élevage. Voilà, sur un projet d'aménagement justement. Et donc, si on peut passer à la slide suivante. Donc, nous, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui de manière assez opérationnelle, c'est le projet Sésame. Donc, il y a un projet de transition agricole et alimentaire sur notre collectivité, sur Cœur-d'Essonne Agglomération, et qui, comme l'a dit étant dit, a gagné un concours national qui s'appelle Territoire d'innovation. Vous connaissez peut-être, hein, il y a 24 territoires qui ont été lauréats au niveau national, pas tous sur l'agriculture et l'alimentation, hein, c'est des territoires d'innovation, c'est sur des domaines très, très larges, ça peut être sur la mobilité, ça peut être sur l'industrie, ça peut être sur le bâtiment. Et donc Cœur-d'Essonne a décidé avec ses partenaires de répondre sur la partie alimentaire et agricole. Et donc a gagné il y a un peu plus d'un an maintenant ce concours avec 51 partenaires, donc c'est quand même assez costaud hein, pour une petite collectivité comme la nôtre, et sur des montants assez conséquents vu qu'on est sur à peu près 6 millions d'euros d'accompagnement en action autour de la transition agricole et alimentaire, et sur un projet qui mobilise en tout 20 millions de potentiel d'investissement de l'État. Et comme l'État investit sur à peu près 30% des projets, ça veut dire, pour vous donner un ordre d'idée, ça mobilise des projets autour de 60 millions d'euros. Voilà, des projets privés, industriels, des projets agricoles, des projets économiques.
mais ça vous donne un peu l'échelle de ce projet qui démarre tout juste. Là, on est sur la première année de démarrage de Sésame et qui va durer pendant 10 ans. Donc, ce que vous voyez là, c'est un extrait du dossier de presse que l'on avait fait du Premier ministre, du dossier de presse du Premier ministre, donc que vous pouvez retrouver sur Internet et qui donne dans les grandes lignes les impacts à horizon 2030 de notre projet Sésame. Je vais vous présenter rapidement le territoire. Donc là, vous voyez sur la carte d'ailleurs, la carte de l'Île-de-France. Donc Cœur d'Essonne, vous voyez, donc c'est au centre de l'Essonne, hein, donc au sud de la région parisienne. Donc c'est peut-être si on peut passer à la slide suivante, c'est une communauté d'agglomération qui fait 200 000 habitants à peu près, 21 communes, donc c'est pas immense. Et en même temps, c'est un territoire qui est intéressant parce qu'on voit là, pour ceux qui sont un peu habitués à lire les cartes d'occupation du sol, on voit qu'au nord, on est sur un territoire très urbanisé. En fait, on est en frange de la couronne périurbaine de l'Île-de-France, donc très urbanisé. Et au sud, au contraire, un territoire beaucoup plus rural. Et donc, c'est intéressant parce qu'on va avoir des logiques très urbaines sur les villes les plus au nord, Morsan, Sainte-Geneviève-des-Bois, Villemoisson. On n'a pas 1 m² d'espace agricole. Et à l'inverse, on est sur des communes au sud, par exemple Guibville, Avrainville, où on est sur des territoires beaucoup plus ruraux, qui sont vraiment sur des plateaux agricoles céréaliers. Et donc, en fait, au final, on se retrouve à peu près à 50-50. Il y a 50% du territoire qui est urbain et 50% qui est agricole et boisé. Rapidement encore sur l'intro, la slide suivante, Tanguy. Ce que je voulais vous dire avant de laisser la parole à Thierry, qui pourra vous donner un anglage un peu plus politique avant qu'on rentre dans le détail du projet. Ce qui est intéressant, c'est la notion d'échelle sur ce projet, parce qu'en fait, c'est un projet, comme Tanguy l'a dit en intro, de stratégie agricole et alimentaire, mais on a construit cette stratégie de manière itérative avec des projets extrêmement concrets. Et un des projets les plus concrets qui est en train de sortir, là, c'est la ferme de l'Envol. C'est un projet donc de ferme en polyculture élevage de 75 hectares, donc on est sur quand même assez importante. En polyculture élevage, donc il y a du maraîchage, mais il y a également un paysan boulanger, il y a également des éleveurs. Et ce projet s'est construit dans le cadre de la reconversion d'une ancienne base militaire. Et en fait, c'est en travaillant sur cette ancienne base militaire qui a fermé en 2015. Enfin, elle a fermé en 2012, mais l'agglomération a récupéré des reins en 2015. Et donc, Cœur d'Essonne s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette base militaire? Et plutôt que de faire un projet totalement urbain, je vais dédier à peu près donc 75 hectares sur les 300 hectares. Hein, donc, on est sur déjà une belle surface sur un projet de lotissement maraîcher, voilà, dans lequel on va faire revenir l'agriculture maraîchère sur notre territoire. Et là où c'est intéressant, et on le verra un peu plus tard, c'est que c'est la construction même de ce projet de ferme de l'Envol, qui nous a permis d'agréger tout un réseau d'acteurs, de nous questionner sur quels sont les leviers pour pouvoir agir sur l'agriculture sur notre territoire, pour pouvoir ensuite construire ce projet Sésame, qui est en fait la structure d'un réseau de fermes et distribution à l'échelle du sud de l'Île-de-France, parce qu'en fait Sésame, même si Cœur d'Essonne est chef de file, il se travaille aussi avec les agglomérations voisines. Et puis qui nous a permis de gagner donc cet appel à projet national, donc territoire d'innovation, qui nous permet aussi de travailler sur un essaimage national de ce modèle auprès d'autres collectivités qui sont déjà engagées dans ce type de démarche. Pour certaines d'ailleurs il y a déjà beaucoup plus d'années que nous. Donc voilà, ce qui est important, c'est cette notion d'échelle. Et le deuxième point important que l'on verra, c'est aussi la notion de partenarial dans la construction de ce projet. Parce que Cœur d'Essonne Agglomération, depuis longtemps, même avant sa création, c'est une agglo qui a été créée assez récemment, en 2016, mais même avant sa création, les communautés de communes et communautés d'agglomération qui préexistaient depuis plusieurs années, déjà essayer de travailler sur la dimension agricole et alimentaire, sur la protection des espaces dans le cadre des PLU et des SCOT, chose que plusieurs personnes d'entre vous, je pense, connaissent, sur la question des approvisionnements dans les marchés publics, mais on n'arrivait pas vraiment à prendre de manière opérationnelle et stratégique ce questionnement-là. Et donc, c'est en agrégeant autour de nous des acteurs que l'on a réussi à construire cette stratégie. Et donc, on a peut-être travaillé d'une façon un peu différente de ce que peuvent connaître certaines collectivités, c'est-à-dire plutôt que de se dire on va faire un plan alimentaire territorial ou une stratégie
on va définir un cadre d'action et puis après on va le mettre en œuvre. On a plutôt parti de l'envers du territoire en disant on va identifier les actions qu'on peut faire, les partenaires qui aujourd'hui ont une vision sur le territoire, des partenaires agricoles, des entreprises, des partenaires institutionnels, et autour de ça, on va agréger un projet stratégique. Et on s'est rendu compte que ça a pris tellement bien que on pouvait candidater à cet appel à projet territoire d'innovation, et on a même réussi à le gagner, ce qui n'est pas forcément certain au début, étant donné que territoire d'innovation, voilà, ça appelait plutôt des grosses métropoles que des petits territoires, mine de rien, comme les nôtres. Voilà, je te laisse la main, Thierry, sur la slide suivante pour présenter peut-être les grandes lignes de Sésame. Oui, merci Étienne. Bon, juste pour rappeler peut-être, parce que Étienne a déjà dit pas mal de choses, mais je vais reprendre un peu ce qu'il a dit et plutôt la vision politique du projet, puisque dans tout projet, il y a un peu de politique. Donc le slogan de notre agglo, eh bien, c'est une agglo entre ville et campagne, hein. Comme Étienne l'a dit, on a 21 communes, alors de taille très différente, hein, puisque la plus petite fait 600 habitants et puis la plus grande fait 27 000 habitants. 21 communes de sensibilités différentes, bien sûr, et 21 maires avec des attentes intercommunales assez disparates. Mais sur ce projet, on a 21 maires et leur équipe municipale prêts à porter un projet commun, un projet citoyen et de proximité. Donc, face à la mondialisation, nous, on a souhaité la localisation de notre agriculture et en la rendant un peu plus saine. Donc, tous les élus partagent des valeurs. La première est d'offrir une nourriture plus saine à nos habitants, de tous nos habitants, et à redonner un sens à la vie de nos agriculteurs. Donc, un projet d'agriculture locale qui n'avait pas de sens sans la participation active des citoyens. On sait que les projets qui marchent le mieux sont ceux qui sont portés par des acteurs très différents et notamment par les populations, par les usagers. Alors, on a fait, comme vous le voyez sur la slide, on a fait une petite enquête citoyenne. Alors, je vous l'accorde en posant la question, souhaitez-vous le développement d'une offre de produits cultivés et transformés localement? Ça appelle très peu de réponses négatives, hein. Donc, on a eu quand même beaucoup de réponses positives sur les 2000 participants. Ce projet, il a des axes forts, hein. Vous les voyez comme moi sur la diapositive. Développer l'emploi, redonner un pouvoir d'achat à nos agriculteurs, répondre aux attentes citoyennes, redonner au territoire sa vocation bipolaire entre ville et campagne. Et puis surtout, ce que nous souhaitons avant tout, c'est être dans l'action très rapidement. On a trop l'habitude de voir des projets politiques qui sont déclinés, ça se fera dans 10 ans, ça se fera dans 15 ans. Aujourd'hui, moi, je veille en tant que VP à ce que cette action rentre dans nos villes et nos campagnes le plus rapidement possible, parce que les gens, on est des communes et des communautés où il y a beaucoup de mouvements, les gens passent, déménagent et tout ça. Donc, l'intérêt aussi, c'est d'avoir une population qui trouve tout de suite ce qu'elle cherche au niveau des produits locaux. Donc, si on peut passer à l'autre diapo. Donc, on a des objectifs, comme je vous l'ai dit, comme on est dans l'action concrète et rapide, on a fixé des objectifs sur les 8 prochaines années, hein. Donc, c'est quand même assez court parce que j'ai vu les projets que M. Bouin avait nommés, c'est des projets. C'est vrai que c'est pas facile quand on monte un projet de A à Z sur des territoires qui doivent muter, et des projets plus complexes, hein, quand on est en zone urbaine, quand on est voilà, nous, disons qu'on a, à partir de la ferme de l'Envol, ça a bien décliné, c'est notre produit phare en fait, c'est notre marqueur territorial, la ferme de l'Envol. Et après, on veut créer des fermes dans toutes les villes. Alors, quand je dis des fermes, il y aura des fermes de 4 hectares, hein, mais dans certaines villes très urbanisées, il y aura des emplacements de 3000 m² ou 4000 m², des parcs et surtout, il y aura des points de vente, des points de vente où les gens pourront accéder à la nourriture locale absolument dans les 21 communes. Donc, les objectifs, ils sont quantifiés.
toujours pour que l'action soit concrète. Et puis, il faut toujours prendre des engagements parce qu'on a toujours tendance à lancer des projets, mais à pas trop les suivre. Et donc, quand on prend des engagements, c'est quand même mieux. Donc, on est dans la concrétisation, dans la consommation locale, en agriculture biologique, dans l'approvisionnement de la restauration collective, en bio local. Alors, quand je parle de restauration collective, je parle des scolaires, des maisons de retraite, mais aussi des restaurations d'entreprise. Et dans l'accompagnement des dynamiques en cours et portées par de multiples partenaires. Donc, Étienne, vous avez, on a beaucoup de partenaires parce que l'intérêt de ce projet aussi, c'est que ce n'est pas, enfin, on ne souhaite pas que ce projet vive de l'argent des collectivités publiques. On souhaiterait que, en fait, on est dans un projet où on aimerait que les acteurs vivent de leur travail et ce qui est important pour nos agriculteurs pour redonner un peu une image un peu et leur redonner du, comment dirais-je, un peu d'aura à leur travail qui est assez ingrat actuellement et qui est très mal rémunéré par rapport au travail fourni pour nos populations. Alors, en chiffres, ce qui est marquant, c'est qu'on est quand même 21 communes et on est parti quand même pour faire une centaine de fermes. Alors, de tailles multiples, hein, on t'appelle ferme, voilà, 4 hectares, 2 hectares, 1 hectare, selon le produit, si c'est de l'élevage, selon si c'est du maraîchage, selon si, voilà, si c'est des herbes aromatiques. Enfin, on est en train de travailler sur tous ces projets. Et dans cet objectif, nous nous sommes fixés quelques indicateurs de suivi. Alors, on les a mis à droite de la slide. Vous verrez, c'est des indicateurs un peu communs à tous les projets. Donc, rien de très nouveau sur les indicateurs, mais c'est important de se fixer des objectifs et des indicateurs, surtout d'un point de vue politique, parce que de temps en temps, on a des élections. Hein. Alors, il faut bien donner aux gens matière à nous juger. Voilà, je vous remercie. Je donne la parole à Isabelle. Merci beaucoup à vous, Monsieur Rouillet. Oui, avant de laisser la parole à Isabelle sur la partie, déclinaison du projet Sésame, je vais juste vous présenter la ferme de l'Envol. Donc, c'est les slides suivantes. D'accord. Bon, voilà, le projet qui fait système, ça c'est un peu une transcription de ce que disait Thierry, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que dans les 21 villes, vous le voyez, on ait et des fermes, mais pas que des fermes, également des ateliers de transformation, des lieux de vente. Donc voilà, c'est tout le projet système de Sésame que présentera ensuite Isabelle. La slide suivante, c'est la liste des actions normalement qu'il y a dans Sésame. Donc voilà, je vais juste m'arrêter très rapidement. En fait, vous voyez, il y a 3 axes. Il y a un axe productif, ce qui est assez évident pour faire de la transition agricole et alimentaire, dont les fermes, mais également tous les outils de production, les outils de transformation. On a un deuxième axe qui est autour on peut dire l'aval, c'est-à-dire la distribution et la consommation, y compris avec un volet solidaire qu'on a bien renforcé ces derniers mois, qui n'était pas forcément très présent initialement, mais que l'on a renforcé suite notamment à la crise Covid. Et puis un axe transversal pour accompagner toute cette transformation avec des outils numériques, la formation des agriculteurs et puis le financement, parce que Thierry l'a dit, à un moment, pour pouvoir financer tous ces projets, il faut injecter beaucoup d'argent, essentiellement de l'argent privé. Peut-être, donc je fais un zoom sur la ferme d'Envol pour que vous compreniez bien un peu les points, si Tanguy peut passer, voilà, les points sur lesquels on a travaillé et qui donnent un exemple de ce que l'on peut travailler sur Sésame à une échelle plus large. Donc on peut passer la slide. Donc la ferme de l'Envol, donc c'est une ferme en polyculture élevage de 75 hectares, donc sur les 300 hectares de la base aérienne. Donc voilà, c'est à peu près à terme 13 agriculteurs sur site. C'est un projet collectif, voilà, pour 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires annuel et à peu près 6 millions d'euros d'investissement au début parce qu'il n'y avait rien sur ce site. On était sur un plateau, une ancienne base militaire, donc il faut tout faire, le système d'irrigation, l'aménagement des terres, les bâtiments agricoles. Donc il y a quand même un gros ticket à mettre en place à l'entrée. Et donc, c'est évidemment l'agriculture biologique, mais même plus, hein, on va le voir, on va beaucoup plus loin que l'agriculture biologique, tout simplement. Il y a un gros travail qui est fait sur la distribution des produits agricoles, permettre notamment une rémunération correcte des agriculteurs. Hein. L'objectif que se sont fixés les agriculteurs, c'est de pouvoir avoir une rémunération minimum de 1 400 euros par mois avec des vacances. Ce n'est pas forcément le cas pour beaucoup de maraîchers, notamment, ou d'éleveurs. Et donc un volet aussi expérimental dans le sens où cette ferme et donc former des agriculteurs et des techniques agricoles.
on peut passer la slide pour vous montrer un peu. Ah voilà, donc le collectif d'agriculteurs, aujourd'hui, on en avait 4 quand on avait construit le projet. Là ils sont 7. Et donc, c'est pour vous montrer que ce projet-là, c'est Cœur d'Essonne qui a été à l'initiative, donc la collectivité. Mais pendant 3 ans, en fait, on a complètement pédalé dans la semoule, on n'arrivait pas à faire le projet. Et en fait, on a réussi à sortir le projet dès lors qu'on a commencé à travailler vraiment avec des agriculteurs qui s'installaient sur le territoire, donc certains qui étaient déjà maraîchers et d'autres qui étaient en couveuse d'activité, donc qui les développaient. Et donc, c'est avec une association nationale qui s'appelle Ferme d'Avenir et avec ces agriculteurs, un collectif de 3 entités, que nous avons réussi à faire aboutir cette ferme, parce qu'au début, on n'y arrivait pas. On avait pris plein de spécialistes, bureaux d'études, on travaillait avec la Chambre d'agriculture, mais malgré ça, on n'arrivait pas à prendre le projet par le bon bout et à régler tous les problèmes très opérationnels que l'on voyait, notamment les problèmes d'accès à l'eau, des problèmes d'investissement, etc. Donc, le projet de la ferme, c'est les slides suivantes. En fait, voilà, vous le voyez très rapidement, c'est un schéma de principe. Évidemment, la ferme, elle n'a pas tout à fait cette tête-là, mais c'est pour vous dire qu'on a du maraîchage, on a de la céréale, on a du pâturage, on a de l'agroforesterie. Et pourquoi on a tout ça? Alors, l'intérêt, il est double. Le premier intérêt, les agriculteurs le diraient mieux que moi, c'est ces agriculteurs sont extrêmement investis dans le maraîchage biologique. Ils se sont rendus compte que même en maraîchage biologique, il fallait énormément d'intrants pour pouvoir arriver à alimenter les sols. Et en fait, ce n'est pas forcément ce qu'ils trouvaient le mieux par rapport à l'environnement. Et donc, ils souhaitent travailler sur la polyculture tout simplement pour que les déchets de l'élevage puissent pouvoir alimenter le maraîchage et qu'on ait un cercle vertueux. Je ne l'explique pas très bien, il l'explique beaucoup mieux les agriculteurs, un cercle vertueux parmi les différents ateliers. Et donc, tous les ateliers ont été dimensionnés, ils sont complètement complémentaires pour pouvoir avoir du maraîchage qui est la production qui a la plus grosse valeur ajoutée en matière économique, mais également de la céréale pour pouvoir faire de la rotation de culture et de l'élevage pour pouvoir alimenter les sols et de l'agroforesterie pour pouvoir aussi à un moment alimenter la biodiversité et régénérer l'ensemble des sols. Donc ça, le premier objectif de ce projet en polyculture, c'est vraiment un objectif agricole extrêmement fort. Ça nécessite de prendre un peu de place. On est sur une ferme de 75 hectares, donc on n'est pas sur du bio intensif, mais c'est des modèles assez intéressants que les agriculteurs voulaient tester. Et le deuxième objectif, c'est un objectif économique, c'est que les ateliers soient tous solidaires les uns avec les autres, parce qu'on a des ateliers qui sont plus rentables que d'autres. Le maraîchage, c'est assez rentable, l'élevage un peu moins. Si on regarde les surfaces utiles, habituellement sur l'élevage, on est sur plusieurs centaines d'hectares. Là, on va faire ça sur quelques dizaines d'hectares. Et donc, c'est en mettant la transformation à l'intérieur du projet qu'on arrive à avoir suffisamment de valeur ajoutée pour pouvoir avoir un projet viable économiquement. Et donc, c'est pour ça que le paysan qui va faire du céréal, il sera également boulanger pour pouvoir justement garder, capitaliser cette valeur ajoutée au sein de la ferme et pouvoir avoir un projet qui fonctionne économiquement sans aide publique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un euro de subvention publique dans ce projet en fonctionnement. En investissement, peut-être un peu. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais on est en train de voir si on va en mettre sur des éléments un peu précis. Et donc, on le verra après, c'est la slide suivante. On est sur un projet qui a des éléments extrêmement intéressants aussi d'innovation. Un des premiers éléments, d'ailleurs, il y a eu quelques questions dessus, j'ai cru comprendre, sur la gestion de l'eau. On est sur un plateau agricole, donc très compliqué pour faire du maraîchage. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas fait 75 hectares de maraîchage, parce que ça nécessitait beaucoup trop d'accès dans la nappe. Et donc, on utilise la récupération des eaux pluviales des projets d'aménagement urbain voisins pour pouvoir alimenter en eau cette ferme. Le deuxième côté très innovant, c'est la slide suivante. C'est au niveau de l'éco-construction. Donc ça, c'est un souhait des agriculteurs. C'est donc tous les bâtiments seront en technique de construction écologique avec des matériaux locaux et y compris d'ailleurs avec des dispositifs constructifs avec des chantiers citoyens. Un élément d'innovation, c'est la slide encore suivante. C'est sur la formation des agriculteurs. Donc, on a des maraîchers qui sont en couveuse d'activités, qui apprennent leur métier sur le terrain pour pouvoir ensuite développer d'autres fermes. Et enfin, je crois qu'il y a encore un autre point d'innovation. Il y en a plein, mais je vous mets les principaux. C'est la structure juridique, ça nous semblait important parce que justement,
On a créé, nous, une SIC, Julien Blois en a parlé un peu tout à l'heure, c'est des modèles intéressants, c'est-à-dire qu'on est une société de développement qui porte le projet de la ferme, donc dans lequel on a les agriculteurs, on a la collectivité, on a les partenaires qui nous ont aidés à monter le projet, donc des restaurateurs, des distributeurs. Donc l'intérêt, il est vraiment multiple, c'est que déjà tous les partenaires, ils sont totalement inclus dans le modèle économique de la ferme, donc notamment au final les consommateurs, il y a des AMAP dedans, il y a des distributeurs, ils participent au choix de la société, au choix de développement, et donc ils sont totalement investis dans le projet. L'intérêt d'une SIC, c'est également que les parts au sein de l'entreprise ne sont pas liées au capital, c'est-à-dire l'agglomération ou un gros investisseur qui met beaucoup de capital, il n'a pas plus de voix qu'un agriculteur ou qu'un citoyen amapien. Donc ça, c'est aussi intéressant dans l'équilibre du projet. Et puis, ce qui est important aussi dans la SIC, c'est que ça permet de déconnecter aussi le capital à un moment du projet agricole en lui-même. C'est-à-dire que si effectivement un agriculteur jeune veut s'installer, il n'a pas besoin à un moment d'investir plusieurs centaines de milliers d'euros dans son matériel agricole ou dans les bâtiments. Et à l'inverse, quand un agriculteur part, il ne part pas avec son capital. Et donc, il y a d'autres agriculteurs qui peuvent s'installer et bénéficier du capital qu'il a. Donc, c'est un projet qui permet aussi de garder cette dimension collective et cette dimension tout au long de la vie du projet. Et ce n'est pas dépendant d'une seule personne ou éventuellement 2 ou 3 personnes. Et donc, en plus de cette société de développement de cette SIC, il y a une société de production agricole donc, qui, elle, ne regroupe que les agriculteurs. Donc, ça, c'est les choix des agriculteurs de cette mise en scope pour pouvoir porter leur projet. Et pourquoi une scope? L'intérêt de la scope, c'est qu'ils sont salariés, donc ils ont un salaire en quelque sorte garanti. Il faut que l'entreprise fonctionne, mais tous les agriculteurs ont le même salaire, qu'ils soient éleveurs, qu'ils soient paysans boulangers ou qu'ils soient maraîchers. Et puis surtout, ils ont droit à une sécurité sociale, à des congés payés, ce qui n'est pas forcément beaucoup le cas chez les agriculteurs chez nous en France. Voilà, je sais plus la slide suivante ce qu'elle donne, il ne nous reste pas énormément de temps. Voilà, je vais laisser Isabelle présenter. Donc ça, c'est la ferme de l'Envol, c'est une des fermes. On a beaucoup d'autres fermes dans le projet Sésame et qui ne sont pas toutes aussi innovantes. Évidemment, toutes les fermes ne seront pas en SIC. Donc voilà, Isabelle va présenter un peu les différents axes du projet, puis peut-être très rapidement la gouvernance qui peut comme ça nous laisser un peu voir les questions qu'il y a et puis comment on peut se développer après sur l'atelier. Prenons le temps d'une dizaine de minutes peut-être encore sur la présentation du projet. On a notre dernier invité qui est arrivé aussi, donc on le fera intervenir et dans le temps d'échange et de questions. Voilà. Isabelle, nous vous écoutons. Oui, donc bonjour à tout le monde. Tanguy, je vais vous proposer de faire un petit peu en permanence des allers-retours entre cette slide-ci et la suivante. Voilà, ça sera un espèce de jeu de va-et-vient. Donc on va commencer par celle-ci qui vous a aussi été présentée au point de départ par Étienne. Donc sur le point de vue très opérationnel de l'action Sésame, qui s'est véritablement, pour vous donner un ordre d'idée de calendrier, qui s'est engagé au cours de l'été 2020. Donc, on est à peu près dans 8-9 mois de mise en œuvre. Donc, on a vraiment 3 axes. Donc, on a ce premier axe autour véritablement du foncier, de sa production et de sa transformation. Ce deuxième axe, comme on retrouve dans beaucoup de modèles classiques qui sont en train de se développer sur nos territoires français, de la distribution à travers 2 champs, essentiellement la restauration collective et tout ce qui va être de proximité. On va voir le panel de choses qu'on peut développer. Et enfin, un axe transversal qui concilie alors tous les axes, mais tous indispensables, tant la version numérique que la formation, c'est-à-dire essayer d'identifier tous les interstices, tout ce qui manque par rapport à tout le panel de formation déjà existant en France, notamment ce lien avant le BPREA, entre le BPREA et la couveuse, et même après la couveuse, la capacité véritablement à s'installer. Et puis voilà, le nerf de la guerre, la question du financement, parce que comme Étienne et notre vice-président l'ont dit, l'objectif, c'est un maximum de financement en privé et voilà, donc le moins de financement public. Donc on est toujours dans cette logique de faire fonctionner et que ça s'auto-alimente. Tanguy, je vous invite à prendre l'autre slide qui est beaucoup plus opérationnel et qui va… Ah oui, alors celle-là, on reviendra après. Donc la dernière,
La suivante, voilà. Donc là, de façon très, très opérationnelle, les axes d'action de Sésame. Donc, première est donc les volets actions. Donc, Sésame, aujourd'hui, c'est à peu près, c'est plus de 25 actions. Donc, il y a tout un volet foncier, maîtrise du foncier. Cette maîtrise du foncier, elle se fait à travers un outil qui est innovant. C'est-à-dire qu'on a créé un comité, une cellule foncière où on rassemble aussi bien la Chambre d'agriculture, les partenaires du bio, toutes les instances représentatives des services de l'État, mais aussi le champ de la formation et quelques acteurs associatifs qui peuvent, de près ou de loin, contribuer à cette anticipation et cette connexion avec le foncier. Derrière cette question de foncier, l'objectif, c'est naturellement de conserver de la production en Essonne. Tout à l'heure, et surtout le sud francilien en particulier, on a évoqué la question des départs en retraite. Donc, il faut que le foncier puisse rester à l'agriculture. On a aussi évoqué le fait d'éventuellement redécouper les surfaces. Donc, notre préoccupation, c'est avoir du foncier pour pouvoir produire local, pour pouvoir autant que possible nourrir les habitants, sachant qu'on est pleinement conscient que nos capacités ne suffiront jamais. Mais pour autant, comme Thierry l'a évoqué tout à l'heure, il y a une volonté à la fois des habitants de trouver des produits locaux sur place. Tout à l'heure, on a évoqué le phénomène de périurbanisation, la manière de se construire nos villes depuis une trentaine d'années, et du coup, le recours systématique à la voiture. Aujourd'hui, on se rend compte que dans nos territoires périurbains, même quand il y a 600 habitants, il y a une volonté d'avoir du pain localement et pas de prendre son véhicule ou de s'arrêter entre le trajet domicile-travail. Donc, toute cette proximité au moins des produits de première nécessité, le lait, le pain, les fruits et légumes, il y a véritablement ce besoin de recréer localement. Donc, il y a le foncier pour la production. En lien avec ça, on va avoir la question de la distribution avec des canaux. Donc, les canaux, donc naturellement, la restauration collective pour la distribution de nos produits locaux, idéalement bio, dans nos cantines scolaires, nécessité de structurer les filières, donc tout un travail qu'on entreprend tant avec la Chambre d'agriculture qu'avec aussi le réseau des agriculteurs biologiques. L'éventail de formes de distribution, donc on connaît naturellement les points de vente à la ferme, les magasins collectifs, des dépôts-ventes, mais aussi des partenariats qu'on peut avoir avec nos acteurs institutionnels type Gare et Connexion qui vont offrir leurs espaces de gare ou des espaces publics dédiés sous forme de marché. Donc voilà, à chaque fois, on a les villes qui sont partenaires, les villes qui sont demandeuses. C'est très important ça dans la mise en œuvre du projet. Un autre axe qu'on a aussi sur Sésame, c'est donc tout cet axe de la formation. Donc, je vous disais, des stages proposés en amont des BPREA de quelques semaines, voire de quelques mois, de 2-3 mois. Puis après le BPREA, la possibilité d'aller en couveuse. Donc, on a un partenariat notamment avec une structure qui s'appelle les Champs des Possibles, donc qui accueillent et qui sont aussi en lien de recherche de ferme. Donc ça, c'est en lien avec notre foncier pour accueillir des diplômés de BPREA pour aller en couveuse d'activité, pour se tester grandeur nature. D'ailleurs, parmi les nouveaux agriculteurs sur la ferme de l'Envol, on en a 3 qui sont actuellement en couveuse d'activité et qui sont sur l'espace de la ferme de l'Envol comme lieu d'expérience. On a développé depuis à peu près la fin de 2020 aussi tout un volet beaucoup plus riche sur le volet économie sociale et solidaire et inclusion sociale. On a un partenariat fort avec Fleur de Cocagne pour faire en sorte qu'une partie de leur production puisse aller en lien avec les CCAS vers des publics précaires. On vient d'engager un partenariat aussi avec l'ANDES, l'Association nationale des épiceries solidaires, pour qu'elle étoffe aussi son action tant sur Cœur d'Essonne que sur le sud francilien. Toujours cela en partenariat avec les villes, avec les CCAS qui sont moteurs. On a une énorme action aussi en cours de recherche et d'innovation avec différentes universités et en particulier la chaire AgroParisTech, parce que Sésame, ça se veut être tout un écosystème très global, à la fois micro sur le terrain, mais aussi macro dans cette mise en œuvre de transition agricole et alimentaire. On sait qu'on doit donner à voir tout de suite.
il faut montrer des choses, des réactions très concrètes, très opérationnelles au quotidien, mais en même temps, on est sur quelque chose qui doit faire système, qui doit se construire. Et du coup, il y a toute une approche macro. Et à travers, entre autres, les différentes actions qu'on a sur la recherche, et en particulier, je voudrais citer celle de la comptabilité CARE, qui est innovante, où il s'agit d'intégrer le capital naturel dans la prise en compte comptable d'un projet. Donc, on a un partenariat avec à la fois la Fondation AgroParisTech, on a un thésard qui travaille sur ce sujet-là en particulier, et on est accompagné par l'Assemblée nationale des experts comptables. Voilà. On a aussi d'autres partenariats avec Terre et Cité, avec l'Université de Créteil. Sésame est en train de mettre en place un comité scientifique. Et voilà, on a un autre partenariat aussi avec le syndicat de l'orge qui vise sur une durée de 10 ans à observer sur différentes fermes l'impact eau, air, sol de leur mode de production. Tout mode confondu, c'est-à-dire qu'on soit sur des fermes bio, des fermes qui sont en HVE ou des fermes plus conventionnelles. Voilà, on veut étudier l'impact sur l'eau, sur l'air et sur le sol des modes de culture et voir si éventuellement on peut en tirer des conclusions et des comparaisons. On a tout un volet aussi mobilisation citoyenne. Alors des choses plus classiques avec des fonctionnements de conseils de développement, mais aussi une réflexion sur comment, de façon itérative, on associe en permanence les habitants dans nos constructions et où ils sont partie prenante pour que le projet Sésame soit véritablement vivant, dynamique et réponde aux attentes du territoire. Toujours dans cette deux logiques de temporalité très ponctuelle, mais aussi de temps plus long. Enfin, on a, pour vraiment couvrir tout le spectre des politiques publiques, on a des actions sur le numérique, on a aussi un partenariat avec notre agglomération voisine Grand Paris Sud pour travailler sur une stratégie agricole et alimentaire parce que Sésame s'inscrit aussi naturellement dans un projet alimentaire territorial. Donc, qui dépasse nos frontières purement administratives. Et on a aussi un projet de ferme solaire sur le site de Marcoussis. Voilà. Sésame, c'est un vrai laboratoire. C'est un laboratoire, c'est aussi un territoire d'expérimentation. Et par rapport à tout ce qui a pu être dit cet après-midi, il est vrai qu'on teste. Peut-être plus que d'avoir une approche montante vers descendante. Enfin, voilà, une initiative, on se donne la possibilité, l'espace de 12 à 18 mois d'expérimenter. On va regarder, on va mettre en place tous les outils pour tirer les résultats les plus objectifs possibles et pas se dire, bah voilà, ça a échoué. Non, on étudie correctement la chose pour dire, bah voilà, ça fonctionnait parce que ça n'a pas. Et puis après, on en tire l'enseignement et on peut voir dans quelle mesure de cette expérimentation, ça peut éventuellement se répliquer ou se poursuivre. Tanguy, si on peut revenir à la slide juste avant, par rapport à cette question de la gouvernance. Donc voilà un élément qui avait été aussi donc déposé dans notre dossier lauréat. Donc vous pouvez voir tous les partenaires de Sésame. Alors les partenaires, c'est une très grande richesse parce que d'avoir autant de partenaires, c'est vrai que c'est une force, mais en même temps, c'est une complexité à faire vivre au quotidien parce qu'il faut qu'il y ait une conjonction d'intérêts, il faut que chacun se retrouve dans un mode de gouvernance qui est nouveau, lié parfois à des visions qui sont différentes, des habitudes de travail qui ne sont pas les mêmes. Donc, la richesse d'un grand partenariat, la complexité de sa mise en œuvre. Donc ça, dans la gouvernance du projet, c'est un élément à intégrer et qui se construit au quotidien, en s'écoutant, en construisant des outils, en se donnant du temps. Et il est vrai que pour l'instant, sur Sésame, on est encore sur un modèle un petit peu en fonctionnement en étoile, avec Cœur d'Essonne au centre et puis des ramifications un peu en B2B les uns avec les autres. Et l'objectif, quelque part, on se dit qu'il faudrait qu'on arrive vers une constellation où progressivement, en fait, il y a des espaces d'interface. Et voilà. Donc, les outils numériques vont nous aider à faire ça.
Pour autant, voilà, c'est des habitudes de travail, c'est aussi des logiques de territoire. C'est une nouveauté, comme Étienne le disait, hein, notre agglomération est récente. On est sur une thématique aussi qui émerge, donc on doit tout reconstruire. Donc on essaye de mener toutes les choses de front. Et en parallèle, et puis donc sur la slide, sur la partie droite de la slide, vous voyez un petit peu d'une façon un petit peu classique. On a quand même mis en place toute cette comitologie autour d'un comité de pilotage avec des comités un petit peu fermés ou identifiés, qu'il s'agisse de la cellule foncière dont je vous ai parlé, du comité local foncier, du comité scientifique, de différents groupes de travail. Voilà, ça c'est le modèle initial. Et puis progressivement, il a tendance à évoluer, un groupe parle à un autre, voilà, au fil de l'eau. Pour tendre peut-être vers une constellation, on a besoin d'un peu de souplesse ou de voir comment les frontières peuvent être rendues un petit peu plus molles. La réussite de ce projet, elle tient dans une volonté politique qui est incontestable. On a un soutien des maires, mais qui est unanime. Et derrière les maires, c'est leurs équipes, à la fois les élus, les conseils municipaux, mais aussi leurs équipes. On a des DGS et des CCAS et des équipes municipales vraiment engagées. On a ce collectif de partenaires. On a, comme Étienne l'a dit au point de départ, d'être lauréat de territoire d'innovation. Donc, au-delà des 5,7 millions de l'État, c'est tout ce qui va se passer autour et puis tout l'investissement qui est rendu possible. Et du coup, voilà. Mais on sait aussi qu'on est sur un temps long. Là, on est parti sur 10 ans. Et du coup, cette construction vers cette démarche de transition agricole et alimentaire, elle se construit aussi voilà, sur ces deux échelles, à la fois montrer à voir, parce qu'il faut qu'on se rende compte tout de suite, mais aussi une construction pour faire évoluer nos modèles de demain avec l'ambition véritablement de ce mot qu'on a inventé il y a à peu près 5-6 ans, qui est le glocal. Donc, d'avoir de pensée globale, mais d'agir local et pouvoir autant faire possible d'avoir une terre un peu nourricière localement. Voilà pour ce qui est de mon propos. Parfait, merci beaucoup Isabelle. Merci. Il fait effectivement projet de territoire, projet d'innovation. Alors, il y a à nouveau beaucoup de questions. On va les prendre entre celles mais qui se complètent. Elles sont souvent d'ailleurs méthodologiques, puisque eh bien, dans le cadre de l'agir, les bons exemples, effectivement, appellent aussi les bonnes questions, parfois tout à fait pratico-pratiques. On va juste, si vous voulez bien, en introduction de ce temps d'échange, de débat et de témoignage, accueillir un invité. Alors j'ai dit invité surprise, mais toujours de se garder des surprises. C'était le 1er avril hier. On va accueillir Jean-Pierre Nalac. Jean-Pierre Nalac est directeur de Talent Réunion. Alors il est avec nous par téléphone. Je vois que son micro est coupé. Jean-Pierre, serait-il possible que vous repositionniez votre micro? Alors, voilà. Alors, le temps qu'il refasse la manipulation, je pense. Jean-Pierre Nalac, donc directeur général de Talent Réunion, qui œuvre sur le territoire ultramarin de l'île de la Réunion et qui, finalement, cette île est un condensé d'expérimentation. Talent Réunion, c'est une société qui appartient non pas, comme on a pu le voir aujourd'hui, au monde de l'économie publique ou de l'économie mixte, mais qui appartient au monde de la grande distribution. C'est le groupe Leclerc Réunion, qui est un des plus grands. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour Jean-Pierre, comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, après, avec mes 13 000 km de différence, je ne me sens pas du tout dépaysé avec tout ce que je viens d'entendre. Bon, c'est parfait. Alors justement, Talent Réunion, je disais, une société qui appartient à la grande distribution, groupe Leclerc Réunion, et qui met en place, au travers notamment de contrats d'alliance locaux, la transition agricole et alimentaire du territoire de l'île de la Réunion. Vous pouvez nous en parler plus précisément? Tout à fait. Donc, Talent Réunion a été mis en place, donc créé il y a à peu près 4 ans. Dans l'idée, c'était de faire participer la grande distribution au développement économique de notre île. Notre île, comme vous le savez ou peut-être pas, essentiellement produit de la canne à sucre. On sait tous qu'aujourd'hui, la canne à sucre est menacée. Les fonds européens ne seront pas reconduits, bien évidemment, en 2025.
Et du coup, il faut peut-être trouver et réfléchir à la transition entre-temps. Et donc, dans la mise en place de cette entreprise, où on a sollicité la grande distribution, donc le groupe Leclerc qui s'est installé à La Réunion et qui a 17 magasins chez nous, qui représente le numéro 2 avec à peu près 25 à 26% de part de marché. Donc, ce qu'on a fait après la visite de Michel-Édouard Leclerc à La Réunion, c'est qu'on l'a rencontré avec un certain nombre de producteurs en disant que et ben voilà, qu'il y avait un paquet de produits qui venaient de la métropole, etc., à La Réunion, et que est-ce que dans un échange entre nous, est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre des produits de La Réunion dans les Leclerc en métropole? Donc ça a démarré comme ça. Et l'idée, ça a été donc de produire de l'ananas et d'exporter de l'ananas. L'ananas Victoria, qui est une plante qui ne pousse pratiquement qu'à La Réunion, si ce n'est qu'à l'île Maurice. Donc, dans cette idée-là, il a fallu pour nous regrouper un certain nombre de producteurs. Les producteurs qui voulaient faire de l'ananas, on leur a dit, bah, puisque vous voulez vous lancer dans un contrat d'alliance locale qu'on va signer avec vous, donc un contrat d'alliance locale permet à un producteur de venir à Talon Réunion et de se faire accompagner de A à Z. C'est-à-dire aussi bien en lui signant un contrat avec les prix connus et qui ne bougent pas dans l'année, et aussi le volume. Avec ça, un accompagnement bancaire. C'est-à-dire qu'on a assez de puissance dans l'île pour faire déplacer les banquiers et leur dire, voilà, on a nos producteurs qui viennent signer avec nous, il va falloir leur filer un coup de main. Et dans ce coup de main-là, la porte de trésorerie, on est capable de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'acheter en avance une production d'ananas via un producteur qui lui permettra, lui, de mettre en place un certain nombre d'hectares. Derrière ça, on est aujourd'hui en manque de produits locaux, c'est-à-dire qu'on importe, pour vous donner une idée, on importe 11 000 tonnes d'oignons par an à l'île de la Réunion. Ces oignons arrivent essentiellement d'Asie, d'Inde et de Madagascar, alors qu'on pourrait en produire. Donc, la première initiative qui date de 2 ans, c'est qu'au moment où je vous parle, on produit actuellement de zéro il y a 2 ans, on produit actuellement 1500 tonnes d'oignons. Objectif 2025, atteindre à peu près les 5-6 000 tonnes. Pareil pour la pomme de terre, pareil pour la carotte. Donc, pour ça, il a fallu qu'on arrive à mobiliser nos producteurs, il a fallu qu'on arrive à aussi faire en sorte que ces gens-là puissent vivre de ce qu'ils font. Et donc, et là, je rejoins beaucoup de ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Ça a été la mise en place d'un partenariat à travers de différentes structures qu'on a créées. L'association des producteurs qui adhérait à Talent Réunion aujourd'hui, c'est une association dans laquelle on retrouve les collectivités. Bon, les collectivités, malheureusement, il a fallu qu'on fasse nous d'abord le boulot pour qu'ils arrivent après, comme d'habitude. Mais au moins, on les voit aujourd'hui. Et donc, ils arrivent en nous disant, mais c'est magnifique ce que vous faites et comment on peut vous aider. Donc, on ne l'aurait pas fait, ils ne seraient pas là. On l'a fait, ils sont là et c'est tant mieux. Donc, nous, aujourd'hui, on a un vrai souci, c'est celui de, quand on parle d'exportation, bah, malheureusement, l'ananas passe à travers un réseau qui est le fret avion. Et puis, le reste des produits, bien évidemment, comme le rhum, etc., qui passera par le fret bateau. Mais le fret avion, aujourd'hui, pareil, il a fallu un engagement de la région Réunion, de l'État et des différentes chambres consulaires pour qu'on puisse avoir une caution garantissant à ces compagnies un certain nombre de volumes qui nous est attribué pour l'ensemble de l'année. Voilà. Et pour vous donner une idée, on a démarré il y a 4 ans, on faisait 30 tonnes d'ananas. Je pense que Tanguy s'en souvient sûrement. 30 tonnes d'ananas. Au moment où je vous parle, on est passé à 380 tonnes. Donc, avec un objectif pour cette année 2021 qui est de 500 à 600 tonnes. Voilà. L'objectif à terme sur l'île de la Réunion, c'est quoi? C'est une autonomie alimentaire de la Réunion? C'est une transition du modèle agricole? Sur un certain nombre de produits, en fruits et légumes, sur un certain nombre de produits, on ne pourra pas tout faire, bien évidemment, mais on a repéré un certain nombre de produits. Et c'est là qu'on a réussi à faire en sorte de faire un maillage avec le CIRAD, la Chambre d'agriculture, le département, la région Réunion et les services de l'État, entre autres la DAF, où c'est très, très compliqué de les bouger. Donc, il a fallu qu'on fasse petit à petit des petites opérations en les associant et en voyant quelle est la part d'intervention des uns et des autres, en faisant bien le choix des compétences des uns et des autres et en liant tout ça pour arriver à mettre en place ce que je suis en train de vous dire. L'intérêt aujourd'hui de la grande distribution, tout ça, parce qu'effectivement, on sait que… La réponse va être très simple. L'intérêt de la grande distribution, c'est quand on est sur un petit territoire tel que celui de La Réunion, il y a tout intérêt à ce que quand on veut rester numéro 1 ou numéro 2, La Réunion est très petite. Donc, exister sur le territoire, avoir la bonne image et avoir
comment dire, il faudrait trouver le bon mot, mais plaire à la population, c'est aussi investir. Et donc là, quand Leclerc annonce ses contrats d'annonce locale, quand Leclerc montre ce qu'il sait faire et ce qu'il fait réellement, bien évidemment, on a l'adhésion de tout le monde. Voilà. Ce type d'initiative qui semble comme ça effectivement très, très heureuse au niveau de l'île de la Réunion, vous pensez dans les expériences que vous avez qu'elles soient transformables, qu'elles puissent accompagner justement des initiatives par exemple publiques en métropole? Alors, oui, pour la bonne raison qu'aujourd'hui, bon, Talent Réunion est une boîte qui existe en métropole, hein, son siège social est à Paris, et Talent Réunion fait essentiellement toute la promotion et la commercialisation, la logistique, etc., des produits de la Réunion vers les Leclerc. Bon, on travaille essentiellement avec les Leclerc, puisque c'est Leclerc, mais l'objectif à terme, c'est de pouvoir faire en sorte que ce modèle puisse exister dans d'autres régions et pourquoi pas sur d'autres produits. Donc, on réfléchit énormément à ça. On a quelques projets dans les couloirs actuellement. L'objectif pour nous, c'est vraiment rendre ce modèle accessible. Très bien. Peut-être par rapport à ce que vous avez pu entendre, Jean-Pierre, justement sur les structurations territoriales, qu'est-ce que vous, et notamment sur celle de Cœur des Essonnes Agglomération, qu'est-ce que vous trouvez comme lien? Là, vous disiez, il y a beaucoup de choses qui me parlent et qui me semblent cohérentes. Ah, mais je m'y retrouve totalement, sauf que là, je vois que vous êtes très avancé, que le travail a été fait d'une manière extraordinaire. On voit bien que là, le maillage, il est fait avec la volonté des uns et des autres. Il n'y a pas eu enfin, dans ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas eu de gros coups de force. Moi, j'ai dû, à un moment donné, menacer de grève, mettre les producteurs dans la rue, faire descendre les tracteurs pour mettre en place ce que j'ai mis en place. Donc, je vois bien que là, c'est très intelligent de le faire comme ça, d'avoir mis tout le monde autour de la table avant même de démarrer le projet, d'avoir l'adhésion des uns et des autres. Moi, j'ai dû le faire en coup de force. Malheureusement, parce qu'on n'a jamais été entendu sur ce qu'on voulait mettre en place. Ce projet-là existe depuis plus de 10 ans et les politiques passent et repassent et n'a jamais retenu cette idée. Pour des raisons qu'on peut imaginer, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi des raisons très personnelles des uns et des autres, hein, où on protège les copains des copains. Donc, bien évidemment, sur un petit territoire, on le voit et on le sait. Donc, là, il a fallu un vrai coup de force. Et puis moi, quand j'entends ce que je suis en train d'entendre, ce que je viens d'entendre, c'est que ça donne de l'espoir, quoi. Ça existe et puis ça allait tenir. Donc, c'est génial. Une vision politique pour Cœur des Essonnes Agglomération, pour Nantes aussi, hein, Julien Bloin, et qui pense justement à un projet de territoire. On voit que une dynamique différente pour d'autres territoires, effectivement, plus peut-être sous tension comme la Réunion. Qu'est-ce que ça vous inspire, Étienne, Isabelle ou Julien, ce témoignage justement de ce lien peut-être privé-public qui est peut-être moins présent dans les territoires métropolitains? Bah, enfin, moi, ce que ça m'évoque, effectivement, c'est. Enfin, j'ai bien aimé ce qu'a dit Jean-Pierre sur le fait de dire on l'a fait et puis les élus ont suivi un peu derrière. C'est un peu le cas quand même même si aujourd'hui il y a beaucoup de soutien. Je crois. Enfin, c'est important. Enfin, ces sujets-là sont innovants, sont des sujets qui, comment dire, qui ont une approche transversale. Enfin, Isabelle parlait tout à l'heure de constellation. Moi, je parle d'écosystème. Ça veut dire que faut arrêter la culture de silo, si on peut reprendre le terme agricole justement. Même si c'est bien de ranger son grain dans le silo, là, il faut apprendre à travailler et à activer la transversale. Et je sais pas, c'est pareil, une autre image, le fou la poule, est-ce qu'il faut des projets un peu pilotes, un peu pionniers? Moi, je pense que, enfin, c'est le cas, hein, très clairement. Il y a des amorçages, enfin, Doulongoar, c'est à travers le projet urbain qu'il y a une impulsion. Et puis en parallèle, effectivement, c'est mis en place un PAT, un projet alimentaire territorial, alors qui s'est amorcé presque en même temps, mais l'un sert l'autre aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant. Et puis surtout, c'est important que ces projets ne soient pas isolés et qu'on puisse se raccrocher à des politiques publiques, même si elles arrivent un petit peu après, mais que ça vienne s'inscrire dans une véritable stratégie de territoire. Finalement, on s'en fiche qu'elles aient impulsé à la base
que les initiatives. C'est pour ça que je vous ai montré une initiative aussi purement privée avec un restaurateur qui se dit moi je veux mon potager à proximité de mon lieu de restauration. C'est que là, toutes les initiatives sont bonnes à prendre, je trouve, publiques ou privées. Et à un moment donné, c'est important de se raccrocher à une stratégie de territoire dans la globalité et de mettre tous les acteurs autour de la table. Ce qui est le cas souvent des projets alimentaires territoriaux, justement, où on retrouve les producteurs, mais aussi les distributeurs et les consommateurs. Donc, Arthur Guillaume-Ponton disait que comprendre le secteur de l'alimentation dans toutes ses entrées, c'est extrêmement complexe. Il faut des projets qui provoquent ces dialogues-là. Voilà. Et moi, si je peux me permettre, pour compléter ce que j'ai dit, si je peux me permettre juste 30 secondes, c'est que on a aujourd'hui aussi, et je tenais à vous le dire, puisque c'est en cours actuellement, on a sollicité le ministère de l'Agriculture sur l'écriture d'un nouveau projet qui est celui, actuellement, on sait bien que les OP sont financés en partie par aussi bien un département, région que les fonds fédéraux. L'agriculteur en tant que tel ne touche pas du tout les mêmes subventions. Aujourd'hui, on a une OP qui est capable de vendre à la grande distribution avec des prix complètement aberrants des fois, où on se rend compte que nous, sur un contrat d'alliance locale, on est capable de vendre à la grande distribution moins cher et en plus, le producteur gagne beaucoup plus sa vie. C'est-à-dire qu'il vend plus cher à la grande distribution, mais il le vendrait moins cher à l'OP, qui l'OP revend à la grande distribution. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le financement public est orienté que sur les OP. Le producteur ne peut pas le toucher en direct. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a demandé au ministère de l'Agriculture, sur lesquels il travaille actuellement. On a eu des retours, donc on attend ça avec impatience pour continuer à monter notre projet. Isabelle, vous aviez une réaction Oui, en complément de ce que Julien vient de dire, il est vrai que sur ces sujets alimentaires, de par l'expérience ici de Cœur d'Essonne, mais d'autres expériences aussi sur lesquelles j'ai pu travailler ou qui ont lieu en France, il faut laisser chaque territoire faire son… Alors, c'est complexe parce qu'on a un fonctionnement français de politique publique, d'impulsion, avec un programme national de l'alimentation, des PAT, mais en même temps, à imposer un cadre, un mode de faire, si les territoires ne sont pas prêts, ça ne marchera pas. Du coup, c'est en fait cette subtilité entre un cadre institutionnel parce qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'impulsion, mais en même temps, écouter les territoires, la dynamique, l'exemple nantais, parce que voilà, il est regardé aussi, il se mélange en plus avec la culture, tout ce qui se passe sur les lunes de Nantes, tout ce qui se passe autour du culinaire. Enfin, voilà, toute une action qui a été faite par l'association Terres en Vie sur tous les territoires métropolitains. Voilà, il y a cet engouement depuis plus d'une dizaine d'années sur ces questions alimentaires. Tout le travail aussi formidable fait par le ministère depuis les années 2010 sur la restauration collective. Voilà. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses, entre guillemets, sur étagère en magasin. La question, c'est comment les territoires se l'approprient, comment on met un peu de la souplesse dans ces impulsions de politique publique. Voilà. Et je pense que les enjeux des 10 ans à venir, ça va être ça, de co-construire ensemble, d'impulser tout en laissant faire, de trouver du public, du privé, de l'associatif. Et ça aussi dans nos nouveaux modes de gouvernance locale, dans cette place des territoires. Voilà, on a aussi des enjeux là-dessus. Donc, on doit un petit peu mener toutes ces actions, je ne vais pas dire de front parce qu'on n'est pas en guerre, mais de concert dans des espaces qui font écosystème. Et du coup, il y a des nouvelles gouvernances de politique publique avec la place d'acteurs locaux qui sont très importantes. Bien, parfait. Agir finalement aujourd'hui, c'est peut-être, pour reprendre une métaphore agricole, c'est agir peut-être plus en rhizome, c'est cela? Peut-être, voilà, oui, oui, on oublie le silo et oui. Alors, peut-être, il nous reste quelques minutes et je ne veux pas empiéter sur le temps de nos différents interlocuteurs et des personnes qui assistent à ce webinaire. Il y avait quelques questions plus précises concernant les interventions de Julien Bloin et donc de l'équipe Cœur d'Essonne Agglomération. Je reviens un petit peu
Je reviens un petit peu peut-être rapidement, Julien, sur la question, sur différentes questions un peu plus techniques qui se sont posées, notamment sur ce que tu as présenté à Dumongoar, au travers… Sur l'eau, ouais, il y avait une question sur l'eau, c'est ça? Non? Oui, je sais que c'est quelque chose que tu m'avais expliqué, qui est assez finement faite sur ce territoire. Oui, alors sur l'eau, effectivement, voilà, pour échanger après chaque saison, avec différents maraîchers, on se rend compte que l'aléa climatique, alors déjà que moi je trouve que c'est une véritable performance d'arriver à faire pousser des légumes. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est-à-dire de faire pousser des légumes significativement avec du rendement et une qualité, moi je le fais. Et en plus, c'est du vivant, et en plus, il y a de l'attaque de parasites et de ravageurs, et en plus, il y a les aléas climatiques. Enfin, cette semaine est un exemple formidable. Nous, à Nantes, je ne sais pas pour vous, mais nous, on a atteint les 27, et la semaine prochaine, on va basculer à 2 ou 3. Donc, l'aléa climatique, on sent bien passer. Et en même temps, voilà, les maraîchers ou nos maraîchers, là, il faut qu'ils tiennent bon. Et la question de l'eau, elle est fondamentale avec des périodes de sécheresse, avec des périodes de restriction, même si eux sont prioritaires. Donc, la projection sur Doulongoire et sur les différents permis de construire que vous avez vus, ça a été de modéliser le fait qu'on démultiplie les sources en eau, la ressource en eau. Donc, il y avait des puits existants. Donc, on a effectivement, l'aménageur a fait quelques études et quelques analyses pour voir vraiment la charge possible et la qualité des eaux qui étaient mises à disposition, la proximité de la nappe et ce genre de choses. Donc d'abord des eaux dans les puits qui étaient existants dans les fermes, mais finalement sur lesquels on peut avoir un doute parce que on ne va pas tout miser là-dessus. Il y a le fait d'avoir une connexion à l'eau municipale, entre guillemets, sous réserve de bien négocier un tarif professionnel là-dessus, mais il y avait aussi quelque chose de patrimonial et d'historique qui est un réseau d'eau brute. C'est-à-dire que ce sont des maraîchers qui, dans les années, je ne sais plus, 60, peut-être 70, se sont organisés avec une station de pompage privée. Et c'est ce qu'on appelle à Nantes l'eau brute ou l'eau des maraîchers. Et donc, elle distribue, finalement, c'est un peu comme un réseau de chaleur. Enfin voilà, on a vu, on a étudié, on a vu que ça arrivait à proximité de la ZAC. Et dans le cadre des travaux, des premiers travaux un peu structurants qui vont être autour de la requalification de l'artère principale de la voie qu'on a évoqué ensemble, la rue La Papotière, il va être question d'étendre ce réseau d'eau brute. Et puis, on a rajouté aussi dans la maîtrise d'œuvre des fermes, donc il y a une rénovation des bâtiments, mais aussi la construction, l'installation de serres neuves, de pouvoir installer des réservoirs d'eau pour capter les eaux récupérer les eaux de pluie et les stocker et pouvoir les utiliser. Donc, on a démultiplié les sources en eau pour vraiment que le sujet projeté à l'horizon 2040, 2050 soit vraiment anticipé et qu'il n'y ait pas de pénurie de ce point de vue-là. Qui suppose de suivre aussi la qualité de l'eau en parallèle, hein, bien sûr. Bien sûr. Une question peut-être mais qui regroupe et qui pourrait se poser d'ailleurs à tous, qui a été posée dans un premier temps à l'équipe Cœur d'Essonne, Agglomération et projet Sésame. Une des conditions de réussite de tout projet à forte dimension collective, comme celui que vous portez, tient souvent à la solidité de la régulation collective pour avancer ensemble ou savoir quitter proprement aussi, sans que tout le projet s'effondre quand il faut se séparer. Comment, notamment au travers justement de l'installation des agriculteurs, dans la dynamique collective que vous mettez en place, vous gérez cette question, question humaine quelque part, ce facteur propre à tout projet de développement. Là-dessus, moi, avant de parler de régulation collective, je parle quand même déjà d'aventure humaine et ça s'est quand même construit autour vraiment de personnes. Voilà, c'est-à-dire que derrière, on a des institutions, des collectifs, etc. Mais on sait que dans nos métiers, et particulièrement dans cette dimension innovante, s'il n'y a pas un moment des gens qui l'incarnent, ça ne fonctionne pas. Des gens un peu pionniers. Donc, avant même de parler de régulation, parce qu'elle est arrivée après la régulation, on a mis après en place une gouvernance avec comité de pilotage, des conventions très précises, des accords de consortium. Moi, je voulais surtout insister sur le fait que, en fait, le projet, même s'il y a une cinquantaine de partenaires autour, il s'est construit autour d'une dizaine de personnes vraiment investies, pionniers, et qui ont réussi à imprimer leur vision de la dynamique territoriale. Et après, donc ça, c'était les premières années
du projet qui nous a permis aussi de gagner territoire d'innovation. Et après, effectivement, on est dans une phase de structuration. D'ailleurs, Isabelle en parlait un peu, elle peut peut-être rajouter un mot là-dessus, mais on avait imaginé des organes de gouvernance parce qu'il fallait bien à un moment poser des choses, y compris institutionnelles, et qu'en fait, on fait évoluer au fur et à mesure pour s'adapter, oui, à cette dynamique collective, avec des partenaires nouveaux qui peuvent rentrer, puis d'autres qui peut-être aussi partiront parce qu'à un moment, ils ne s'y retrouvent plus. Bien sûr, parfait. Merci beaucoup. On arrive peut-être à on va dire quasiment en conclusion de notre deuxième webinaire sur la transition alimentaire, dont on a vu effectivement qu'il y a énormément de choses à dire, qu'agir justement prend du temps, que la matière est tellement vaste que, eh bien, elle mériterait, et on en parlera au sein de la CET et d'urbanisme, il mériterait presque comment dire, un cycle à soi seul. Peut-être, Jean-Pierre, depuis les 13 000 kilomètres, un mot peut-être de conclusion sur cette aventure quelles sont ces transitions alimentaires sur les territoires. Avec ce que je viens d'entendre et puis ce que vous avez mis en place, moi, le mot qui me vient tout de suite là, c'est beaucoup d'espoir et puis félicitations pour ce que vous avez fait. Bien évidemment, moi je resterai branché à voir comment tout ça évolue et puis même à réfléchir à ne pas hésiter à vous envoyer nos projets. Là je suis intervenu rapidement comme ça, mais peut-être même je viens d'entendre une phrase qui nous plaît beaucoup parce qu'on a aussi démarré avec ça, c'est l'histoire des hommes, l'histoire des belles rencontres. Et bien évidemment, notre projet, il est lié qu'à ça. Et donc, moi, j'y crois énormément. Je vous félicite vraiment pour tout le travail que vous êtes en train de faire et je vous dis à très vite. Eh bien, écoutez, nous prenons rendez-vous. Alors, peut-être pour aller un petit peu plus loin, je vous signale effectivement que la semaine prochaine, le 8 avril, et pour vous montrer qu'effectivement, on est dans l'actualité, il y a une journée parlementaire sur cette question des transitions alimentaires, donc qui se passera en visio, puisque l'Assemblée nationale, dans le contexte Covid, ne reçoit pas, mais organisée par le Conseil national de la résilience alimentaire. Et nous mettrons effectivement ces liens sur les différents sites. Vous allez pouvoir aussi retrouver les vidéos du webinaire sur le réseau 7 pour ceux qui en sont partie prenante, sur le site aussi d'Urbanisme que vous trouvez là. Et puis pour aller plus loin, je vous signale qu'Urbanisme, et au travers de ces derniers numéros, notamment porte cette question des transitions de manière plus large, pas celle de l'alimentaire obligatoirement, mais celle de monde plus chaud, les résiliences les ressorts de la résilience territoriale et notamment les futurs heureux qui sont les résumés des travaux très prospectifs des agences d'urbanisme récents. Enfin, pour conclure, voici en avant-première, c'est un scoop, la pré-maquette du prochain Tendance, qui est la publication du think tank de la CET, et demain, la transition alimentaire, un catalyseur des mutations du XXIe siècle, où sont reposés de manière très large et très précise les enjeux qu'on a pu voir ces 2 derniers jours, moins pour le moment sur ces questions effectivement projectuelles en cours, mais les abstracts de ces 2 jours en votre compagnie y seront intégrés. Voilà. Je remercie Thierry Lemant pour le réseau 7 et je remercie l'ensemble des participants, de la confiance que vous nous avez accordée et du temps passé ensemble, même si nous aurions préféré qu'il soit plus présentiel et moins déshumanisé que derrière les écrans, mais en tout cas, voilà. On se dit que ensemble on fait écosystème et ensemble on fera transition. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.